Et dire que peu en parle, mais tout de même, dès le premier épisode de l'un des documentaires sportifs les plus populaires jamais produits, The Last Dance, on vous voit, vous, Bruno Gassio, dès les premières minutes, l'ancien chevrier qui n'a jamais pu saquer l'école, qui préférait voler des mobylettes, introduire d'un nulle part ailleurs, je vous cite, ce qui se rapproche le plus d'un dieu sur cette pauvre terre, Michael Jordan. Comme quoi, lire les journaux et réfléchir à des conneries entre potes, lisez entre les lignes, être auteur au guignol de l'info, ça emmène loin. Dans ce podcast, on ne va pas dérouler un CV, on va fouiller, chercher pourquoi un homme libre dérange, pourquoi l'humour dérange, et pourquoi dans un monde où parler est suspect, certains préfèrent continuer à l'ouvrir. Bruno Gassio, sans transition, bonsoir. Bonsoir. Alors Nathan, Mario, Alexis, bonsoir, vous trois. Merci de m'inviter chez vous. C'est pêle-mêle, ça s'appelle votre truc. Donc on va faire un truc un peu pêle-mêle, c'est ça l'idée? Exactement. C'est l'idée, on a reçu plein de gens. Je ne sais pas si vous avez regardé, là, vous faites allusion à Michael Jordan. Quand il est venu, j'ai cité toutes les marques. Oui. Il était ambassadeur en disant que, en fait, ils nous prêtaient leur produit le plus cher, quoi. Donc c'était vachement bien. Et pour faire chier le public, quand le studio était bondé, il y avait plus de monde que la sécurité n'avait le droit d'en accueillir. Et j'ai dit aux gens, bon, il devait venir. Et là, je me suis fait siffler, j'ai adoré ça. Et j'ai signé un ballon que j'ai toujours chez moi, et qui est signé de la main de Michael Jordan. Best Wishes, Michael Jordan, il m'a signé ça. Incroyable. Et qui veulent l'acheter, c'est hors de prix. Ah oui. C'est votre joueur préféré de basket? C'est votre joueur préféré du coup de basket? En fait, quand j'ai dit que je disais que je recevais ce qui se rapprochait le plus d'un dieu sur Terre, c'est ce que disait le dossier de presse, en gros. Michael Jordan, c'est une espèce d'icône du basket. Moi, j'ai jamais été fan de basket. Franchement, j'ai pas tellement regardé. On diffusait la NBA sur Canal à l'époque, mais je regardais pas. Je n'ai jamais été fan. Plus de foot? Voilà. J'étais fan de foot, mais j'ai arrêté il y a quelques années. Je suis supporter stéphanois. C'est la SS, mon truc. Je sais bien. Autant dire que vaut mieux fermer sa gueule, quoi. Moi, je suis supporter lyonnais et vaut mieux fermer sa gueule aussi. Oui, toi aussi, alors. Oui, voilà. C'est pour ça. On va peut-être faire des derbies en Ligue 2. Oui, peut-être. Après, en Ligue 1, vous les gagnez. Pardon? En Ligue 1, Saint-Étienne gagne. On en a gagné un. On a gagné le 100e. Oui. Ce qui était important. Et puis, on a gagné, là, je crois. Cette année. Ah bon, on a gagné cette année? Oui. Donc, je regarde plus du tout. Franchement, j'ai plus de télé. Je regarde plus tellement le foot, le folklore de rivalité entre Lyon et Saint-Étienne. Bon, c'est marrant quand on est un peu, quand on se tire vraiment la bourre. Mais quand il y en a une des deux, Lyon a été très très longtemps en Ligue 2 quand Saint-Étienne était en haut. Après, Lyon est allé en haut pendant, je sais pas, 7-10 ans. Et Saint-Étienne était en dessous. Donc, on n'a jamais eu le moment où Lyon est premier, Saint-Étienne deuxième ou inverse. Oui, c'est vrai. Où c'est vraiment intéressant de se tirer la bourre. Là, Saint-Étienne n'a pas d'équipe. Là, voilà. Oui, et Lyon a une équipe pas mauvaise, mais bientôt, ils n'en auront plus. Bientôt, ils n'en auront plus d'équipe. Ouais, je crois qu'il y a 540 millions d'euros de dettes. C'est ça. Texas ne va pas les mettre. La DNCG va pas oser confirmer que la relégation en Ligue 2. Donc Lyon va être l'exemple de ce qu'il faut pas faire. C'est ça. C'est-à-dire creuser de la dette et sans avoir le Qatar derrière. Exactement. Si tu as la Saoudite, le Qatar derrière toi, tu t'en sors. Nous, à Saint-Étienne, on est des Canadiens, on s'en sort pas. C'est quelque chose qui va pas, quoi. C'est vrai, nous on est américains, donc c'est à peu près pareil. Ah ouais, c'est vrai, c'est américain. Ouais. Oh, putain. En tout cas, en préparant l'interview, on a noté un tas de questions pour vous, mais il y en a une qui nous a attiré l'attention, c'est qu'est-ce qu'un repas grec? Parce que vous avez un dîner grec ce soir. Qu'est-ce que c'est? Un dîner grec, c'est d'abord de l'apéro avec ce que nous on appelle du truc-au-thon. C'est une sorte de mélange de thon avec du tzatziki, des olives, des tranches de feta avec de l'huile d'olive dessus. Ça, c'est l'apéro avec du vin blanc, du saris. Sur mon île, c'est le vignoble s'appelle le Robola.
Donc, beaucoup de vin blanc, mais pas pour moi, j'aime pas trop le vin. Je bois de la bière, de la mythos. Et puis, une fois qu'on a fini ça, on se dit, bon, ben, on va passer à table. Et là, bon, plus personne n'a faim, évidemment. Mais on fait des dîners à base, il y en a un truc qui s'appelle arnik lefteko. C'est de l'agneau confit dans de la feta avec des tomates, et c'est ce qui m'attend ce soir normalement. La arnik lefteko, ça s'appelle. Voilà. Donc c'est un repas grec, c'est long, c'est joyeux, puis ça finit tard, quoi. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, on va peut-être en faire un jour. Justement, on va enchaîner. Vous parlez souvent de souffrir du syndrome de l'imposteur. Bon, parce que voilà, en plus, on sait que vous avez quitté l'école à 15 ans, que vous êtes autodidacte, vous le réclamez autodidacte. Maintenant que vous avez un Master 2 en littérature générale et métier de l'écriture, et que celui qui a exilé l'école enseigne aujourd'hui, est-ce que vous êtes guéri de votre syndrome de l'imposteur? Non. Toujours pas? Non, on peut pas guérir de ça. Je sais pas si vous en souffrez, vous, mais pas tout. Mais quand j'ai eu ce master de littérature générale, je l'ai eu à l'université de Toulouse j'avais 62 ans, je crois, 61, 62 ans. Et donc c'est ce qu'on appelle une valorisation des acquis de l'expérience. C'est par VAE. Ça n'empêche pas qu'on écrit un mémoire de 200 pages. Il faut travailler quand même, mais la différence entre des étudiants qui ont 18 ans et moi, c'est que moi, j'ai déjà vécu ma vie. Alors, les étudiants, eux, disent, voilà ce qu'il faudrait faire pour gagner sa vie avec des métiers de l'écriture. Ce qui n'existe pas. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi le métier d'auteur n'existe pas. Mais moi, je devais raconter ma vie. Et essayer d'éviter l'idée de faire plutôt une biographie qu'un mémoire, était difficile. Donc j'ai commencé mon mémoire comme ça, en disant je vais essayer d'éviter l'écueil de la biographie et je vais essayer d'être critique sur mon propre travail. Sauf qu'il y a toujours des fils de chiens qui te disent ouais, mais en fait, bon, ils te l'ont donné parce que tu as fait les guignols et puis que t'es vieux. Et ça, tu te dis, si je vais pas dans une bonne école, dès le plus jeune âge, j'aurai toujours le syndrome de l'imposteur. Même si j'ai rencontré beaucoup plus de cons diplômés que de non-diplômés. Franchement, des gros diplômés qui ont des cursus incroyables, il y en a plein l'Élysée en ce moment, il y en a plein Matignon, il y en a plein les ministères, il y en a plein McKinsey. Ils ont tous des diplômes grands comme ça. Et jamais le monde a été autant en déséquilibre. La France est en déséquilibre. Je parle même pas de faillite et des choses comme ça. Je suis pas économiste. Je saurais pas expliquer pourquoi 3% de croissance, 1% de croissance, c'est mieux que 0,5 de croissance et comment on fait de la croissance. Ça, je saurais pas l'expliquer. Je sais que le monde est déséquilibré parce qu'autour de moi, je constate que des gens vont pas bien et qu'ils se révoltent peu. Il y a une espèce de soumission complète en se disant, de toute façon, on peut plus rien faire, c'est fini. Ils ont pris le pouvoir et quand on gueule, depuis les Gilets jaunes, ça a été pour moi la bascule. Les Gilets jaunes, c'est une vraie révolte populaire. Moi, j'allais sur les ronds-points où je discutais avec, et je devenais copain avec des mecs du Rassemblement national, tu vois, parce qu'ils étaient persuadés que tout était de la faute des Arabes, et puis ils voyaient arriver des Arabes qui disaient, mais j'ai le même problème que toi. Et ils discutaient, et puis au bout d'un moment, ils se disaient, ouais, mais en fait, moi, je suis juste bêtement raciste puisque notre problème, c'est les gens qui nous dirigent et qui ont déséquilibré le monde. Il n'y a pas d'harmonie. Il y a des trop riches d'un côté et des trop dans la merde de l'autre. Je parle même pas de pauvres, parce que personne n'est... Enfin, si, évidemment, il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais normalement, on mange quand même en France. Et on dort normalement au chaud, à part 100 000, mais sur 67 millions, on dira toujours c'est très peu. C'est atroce ce que je dis, hein, je m'en rends compte. Mais il y a une harmonie qui a explosé et un équilibre qui n'existe plus. Il faut rétablir des équilibres. Et ça, c'est très, très, très difficile.
à faire maintenant. Est-ce que vous avez connu une époque que vous considérez aujourd'hui avoir été en harmonie? Alors, ouais. J'entends parler de crise que depuis 1983-84. Une crise, ça suppose qu'il y avait un état antérieur qui n'était pas en crise. Et qu'une fois la crise terminée, on reviendrait à cet état antérieur qui serait meilleur. Moi, je l'ai vécu. Je suis né en 1958. J'ai vécu 1968. C'était une espèce de révolution dans l'imprimerie où travaillait ma mère, parce qu'elle travaillait, c'était une jaune. Et elle m'emmenait, parce qu'il n'y avait pas d'école. Et donc, je comprenais qu'il se passait quelque chose. Puis après 68, il y a des réformes qui ont été mises en place, une augmentation du SMIC, et les gens se sont mis à être plus heureux. Ils avaient gagné quelque chose. Ça fait combien de temps que des ouvriers, des employés n'ont pas gagné quelque chose? Les 35 heures, je crois que c'est la dernière chose que les ouvriers ont gagné, et Martine Aubry l'a pourri l'idée des 35 heures. Là, en ce moment, je suis plutôt dans un programme qui s'appelle l'AEC. C'est plutôt ce que je supporterais politiquement, qui est sur les 32 heures. Ce serait une victoire de travailler moins pour travailler tous. Ce serait une vraie victoire. Mais est-ce que ça suffirait à rétablir des équilibres? J'en sais rien. Il faudrait tellement tordre les bras de la finance, tordre les bras des banquiers, des grands patrons du CAC 40, pas le petit artisan. On oppose toujours ça. On dit ah oui, mais c'est quand même les PME qui donnent le travail. Oui, on est bien d'accord. Mais eux, c'est pas eux qui bouffent du CICE en crevé. C'est les très 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 grosses entreprises qui touchent le CICE, qui distribuent à des actionnaires. Enfin bref, voilà. Vous voyez, vous me lancez, je fais de la politique. Mais non, mais c'est super intéressant. Et ce déséquilibre-là, vous parlez de déséquilibre économique, mais j'en parlais la dernière fois avec un ami. Je pense que, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, sur aussi le déséquilibre culturel qu'on peut avoir maintenant, dans le sens où à une époque où la télévision était reine, on avait tous un petit peu le même, on pouvait ne pas regarder les mêmes programmes, mais on avait la même programmation en tout cas. On avait tous une base commune où chacun, on se retrouvait ou sur des choses qu'on regardait ou où on savait ce que l'autre regardait. Là maintenant, on a une espèce de, certains appellent ça une archipélisation de la société avec finalement des sphères d'influence par communauté ou par groupe. Est-ce que c'est pas ça aussi une conséquence de ce déséquilibre dont vous parlez? Ça et la connerie que ça entraîne. J'ai commencé à faire de la télévision, je crois que ça devait être en 1978, un truc comme ça, dans Récréa 2. Ma fiancée de l'époque travaillait avec Dorothée. Okay. Et moi, j'ai commencé à écrire pour des sourds-muets. Oui. Ça s'appelait Mes mains ont la parole. Et j'écrivais des petites histoires pour Mes mains ont la parole. Et c'était une dame qui parlait avec les mains, enfin, qui signait en fait. Et il y avait deux chaînes et demie. Il y avait France 3 qui émettait, je crois, de 19h à 22h30, un truc comme ça. Puis je suis allé au Théâtre de Bouvard où on faisait 14 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'était aujourd'hui. Quelqu'un qui dit nous, excusez-nous, mais on a passé 500 000 téléspectateurs. Ouais, vas-y, bonne chance, quoi, c'est intéressant. N'importe quel podcast, et je vous souhaite pour le vôtre la même réussite, mais beaucoup de podcasts, en tout cas, font 300, 400, 500 000 personnes, in fine. Moi, quand je fais Thinkerview, je fais 1,5 million de vues la première fois, 800 000 la deuxième fois. La première fois, il y avait une raison de m'inviter, pas la deuxième. Et donc, on était sur tu as raison, une culture commune. On aimait, on n'aimait pas, mais on avait une culture commune. Puis, est arrivé Canal+, qui a capté une sorte d'humour et de vision du monde bienveillante. Alors, on dit bobo, les gens disent parisien, c'est entièrement faux. Canal+, c'est la base, c'est le foot, le ciné et le cul.
Donc le foot, ça drainait beaucoup d'abonnements. Le cinéma, plus que le foot. Et le cul, on était les premiers à avoir diffusé des films pornographiques à caractère pornographique, ce qui était une sorte de révolution, en fait. Et puis, il y avait cet humour qui a commencé avec les nuls, qui s'est poursuivi, avec Objectif Nul, qui s'est poursuivi avec les Guignols, puis les Détiens, puis Jackie Berroyer, puis tous les gens qu'on a vus, Carl Zéro, et il y avait une culture autour de ça qui concernait assez peu de gens. Canal+, c'était nulle part ailleurs, à l'époque où je travaillais à nulle part ailleurs avec les Guignols, c'était 1 million de téléspectateurs, parce que c'était en clair, 1 million, 1,5 million. Toutes les autres émissions de Canal encryptées étaient dans la marge d'erreur, c'est-à-dire 2%. Donc il y avait très très peu de gens. Et ce qu'on disait de Canal+ était bien plus important que ce qui s'y passait réellement. La révolution culturelle a eu lieu ici. Et c'est super intéressant par rapport à aujourd'hui, où la révolution culturelle se fait exactement à l'opposé sur la même chaîne, parce que l'actionnaire principal a changé. Et en changeant l'actionnaire principal, on a changé de philosophie. Et lui, le dicton populaire dit que celui qui paye l'orchestre choisit la musique, c'est ce qui s'est passé. L'actionnaire principal s'est mis à choisir une musique. Et la musique de Canal+ s'est mise à changer. Et elle fait la promotion d'idées que je trouve, moi, mortifères, dangereuses, dégueulasses. Et c'est cette culture-là, aujourd'hui, qui est mise en avant. Il y a des poches de résistance. Il y en a une qui vient de naître il y a 6 mois, je crois, à peu près. C'est sur Radio Nova, où il y a, donc la dernière, une fois par semaine, Riposte à midi avec Hakim Omiri, et Jamil Leclag qui fait un truc qui s'appelle Les Grands Remplaçants. Je crois que c'est le samedi soir. Et c'est assez rigolo, réjouissant. C'est une espèce de résistance. Ce qui est intéressant, c'est que à la tête de Radio Nova, il y a Mathieu Pigasse, qui est, je ne sais pas s'il est milliardaire, mais enfin, il est suffisamment riche pour acheter Radio Nova et faire ce genre de choses. Parce que en tête, je suppose, je ne le connais pas, ce monsieur a une vision plus équilibrée du monde. Il ne pense pas qu'il faut un bouc émissaire, détester une partie de la population pour exister. Il pense autrement. Et il fait cette promotion. Qu'est-ce qui se passait à Canal+ en 1984, le 4 novembre 1984, quand Canal+ a ouvert? Le mec qui ouvre l'antenne, à part Mousse, qui pousse vraiment le bouton, c'est André Rousselet. Rousselet, il a vraiment fait fortune avec un truc qui s'appelait Garage 7. La G7, ça veut dire le garage numéro 7. Il a fait fortune. Il était directeur de cabinet de François Mitterrand en 1980 et il a choisi il était après président de Havas. Donc c'est quelqu'un qui était riche, comme l'est aujourd'hui Mathieu Pigasse. Simplement, ces gens-là se disaient pour Rousselet que le monde tournait mieux si on était capable de plaisanter, si on n'était pas raciste, si on fantasmait pas sur des grands remplacements ou ce type de conneries qui concernent les frères musulmans. Il y a un rapport qui vient de sortir, ça concerne 400 personnes en France connues. Eh ben, surveillez-les, les gars. Tu vois, à la limite, arrêtez-les. Mais venez pas nous emmerder en disant qu'ils ont infiltré la société. C'est pas vrai, c'est des mensonges. Donc ces choses-là sont mortifères et sont devenues possibles parce qu'il y a une multiplication des chaînes et que cette multiplication des chaînes fait qu'il n'y a plus un socle commun. Il y a 1000 socles et plus personne ne sait exactement sur lequel s'appuyer. Est-ce que je dois écouter telle chaîne d'info ou telle autre,
Ou est-ce que je dois couper la télévision et la radio et aller m'instruire sur des conférences, sur des gens qui connaissent les sujets? Moi, quand j'ai envie de me renseigner sur l'astrophysique, par exemple, j'adore les étoiles, j'adore tout ce bordel, ben, je vais écouter Éric Lagadec, je vais écouter Galfard, et j'écoute des gens qui savent de quoi ils parlent. Est-ce que c'est mon socle à moi qui est le bon, ou le socle des gens qui regardent une chaîne enfin, moi j'ai l'impression que c'est une bande d'alcooliques dans un bistrot qui raconte à peu près ce qu'ils veulent quand je vois des extraits sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que s'informer par les réseaux sociaux crée un socle? J'en sais rien. Le socle commun, je pense, a disparu au profit d'une connerie individuelle qui n'est pas curable. On s'en sortira pas de cette connerie individuelle, puisque chacun est persuadé que son propre socle, alors qu'il y a des milliers de socles, est le bon. Moi-même, je fais tout pour douter. J'ai des copains de droite et je regarde les émissions de gens de droite. Exemple, sur la guerre en Ukraine, je regarde, je vais complètement oublier le titre, Le Sommier. Régis Le Sommier, qui est un ancien de Paris Match, qui a monté une chaîne YouTube. Le mec est de droite, vraiment, sa sensibilité est libérale et patronale, je dirais. Ben, ce qu'il raconte sur l'Ukraine, je le crois plus facilement que n'importe quel imbécile général de plateau sur LCI, parce que Régis Le Sommier est allé 3-4 fois sur le terrain, 3 ou 4 fois côté ukrainien et 3 ou 4 fois côté russe. Il a vécu sur les 4x4 poursuivis par des drones. Il a vu les gens être dans la mouise et avoir peur côté ukrainien et côté russe. Quand il en parle, ça m'intéresse. Est-ce que ce socle-là est mieux que LCI? Quelqu'un qui regarderait LCI dirait, mais Gassio, mais tu parles d'un type, on ne sait même pas qui il est pro-russe, c'est un mec qui adore Poutine et tout ça, alors que il s'en défend en tout cas, il adore ni Poutine ni Zelensky, il va sur le terrain. Ben moi je préfère ça. Éric Morino, qui est aussi un copain de droite, invite des gens vraiment extrêmement de droite dans ses chaînes. Je les écoute, je me dis parfois, waouh. Et il me dit, viens. Je dis non, j'y vais pas. Parce que je vais être tout seul au milieu de 10 mecs qui vont me taper dessus. J'ai perdu d'avance, donc j'y vais pas. Mais j'écoute ce qu'ils disent. Donc mon socle à moi, est-ce qu'il est meilleur que le socle de celui qui regarde la télé, de celui qui écoute que des choses de droite, que celui qui écoute que des choses de gauche? J'en sais rien. Essayer de diversifier et de toujours enrichir la réflexion de nouveaux points de vue, quoi. D'autant plus qu'aujourd'hui, en plus, tu as toute cette connotation algorithmique, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le téléphone, on va te proposer, le cerveau va te proposer que quelque chose que tu aimes. Donc, si tu as une sensibilité de droite, tu n'auras que des propos de droite et des vidéos de droite, et à gauche aussi. Donc, je pense que tout ça va vers le renfort de l'absence d'esprit critique des gens. Oui. On n'a plus de nuances. Si tu ouvres ton téléphone et que tu scrolles et que tu vois que des trucs de droite, personne ne va pas se construire un esprit critique. J'ai ça, ouais. J'ai ça. Moi, quand je regarde des choses de droite, je sais pas si elle est extrême, je vais pas sur les trucs du Rassemblement national, je sais déjà ce qu'ils pensent. J'ai pas besoin de creuser beaucoup. Mais j'écoute des gens qui pensent réellement que est planifié quelque part un grand remplacement en France. Ils mettent la charia comme... Et les mecs, vous rêvez ou quoi? Ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver bien avant la charia en France, c'est la disparition de l'état de droit. Parce que j'entends, comment il s'appelle, Babinet, un député qui a dit, même Retailleau a dit, ouais, l'état de droit, c'est pas l'alpha et l'oméga. Hein. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire, oui, mais c'est le peuple qui doit décider. Donc, on va zapper la Constitution un jour.
Un jour, il y a quelqu'un qui va dire, on est majoritaire, on va faire voter le retour à la peine de mort, par exemple, et on va dire, bah, c'est les représentants du peuple, ils sont majoritaires, donc le peuple a toujours raison. Non, le peuple, parfois, il se gourre grandement. Et il faut avoir un conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il y a un repris de justice à la tête du conseil constitutionnel quand même. Le mec est condamné, il est non condamné dans des histoires pour des prises illégales d'intérêt, mais juste parce qu'il y a prescription. Et il est président du Conseil constitutionnel. Eh ben, si un jour Retailleau arrive au pouvoir, et ça peut aller très vite avec Marine Le Pen, et qu'il décide que tout passe par l'Assemblée et que le Conseil constitutionnel, on s'en fout, ça sera la fin de l'état de droit. Il n'y aura plus de garde-fous. Là, il y en a encore un peu, il y a encore des juges qui résistent, qui peuvent condamner un Sarkozy, qui peuvent condamner une Marine Le Pen à l'inéligibilité. Ouais, c'est dégueulasse, c'est politique et tout ça. Ben, c'est le tarif. Hein. T'as volé 4 millions, ben, t'as plus le droit d'être élu pendant 5 ans. C'est arrivé à Juppé, il avait volé moins. Juppé, 5 ans d'inéligibilité. Il est parti enseigner au Canada. Il n'a pas dit la justice est pourrie, il a dit on m'a appliqué la règle commune. Et donc la règle commune, c'est lorsque tu es condamné, on te retire tes droits civiques. C'est comme ça. Et bien ça, on le conteste. Si tu le contestes pour une représentante de 30% dans les sondages de la population française, en réalité 23%, en tout cas aux dernières élections, si tu le contestes pour elle, alors c'est une justice d'exception. C'est le mec qui a volé un sandwich et qui va faire 3 mois ferme. Donc c'est pour moi le danger, il est vraiment là. C'est pas le grand remplacement, c'est la disparition de l'état de droit. Et on y va. Hein. Moi, je suis un peu inquiet de ça, plus pour mes enfants que pour moi-même. Comme je vous l'ai dit, je vis loin. Surtout que vous parlez souvent de la disparition de la satire politique. Vous en parlez dans votre livre de mémoire de Guignol. Ouais. Et justement, il n'y a plus une seule émission capable de dire vous n'allez quand même pas voter pour ce con-là. Pour parler un peu des Guignols et entrer dans le sujet des Guignols de l'info, comment elle traiterait un peu l'actualité aujourd'hui? Est-ce que ça vous arrive de vous dire voilà, ça aujourd'hui je l'aurais détourné de telle manière, ou vous y réfléchissez plus? C'est une bonne question. On me l'a déjà posée, j'ai pas trouvé la réponse. Bon. Vous n'avez toujours pas trouvé la réponse? Ben non, c'est vachement compliqué. Nous, quand on fait les Guignols, il y a 4 chaînes. Tu vois, il y a 4 chaînes. Donc, on est écouté comme un avis en plus. Les gens sont scotchés. Je crois qu'à l'époque, il y a 10-12 millions devant le JT de TF1, qui aujourd'hui est en tête avec, je sais pas, 2 tiers de moins. Ouais. Le JT de France 2 ou Antenne 2, non, France 2 déjà à l'époque, c'est pas terrible. France 3, personne ne regarde. Et à 20h, il y a 3,5 millions de personnes devant les Guignols. Aujourd'hui, on ferait combien? On a essayé de faire un truc qu'on a foiré. Ça s'appelait les marioles sur Blast. Parce que tout le monde voulait. Quand le média a commencé, je me suis retrouvé, moi, à faire la première émission du média avec Gérard Miller. Il ne faut plus parler de Miller, il ne faut plus parler de l'abbé Pierre, c'est atroce. Déjà à l'époque, on me disait pourquoi on ne fait pas les Guignols sur le média? Je dis, parce que ça coûtait 15 millions par an, on ne pourra pas faire les Guignols. Si vous voulez, on met 2 chaussettes et puis on s'amuse avec la misère du truc, mais on ne peut pas refaire les Guignols. Et puis en plus, les droits appartiennent à Bolloré. Les droits du latex appartiennent à Bolloré. Tu n'as même pas le droit de fabriquer. Et quand Blast est né, avec Denis Robert, qui sortait du média, même tarif. Allez, viens, on essaye de faire les Guignols. Sauf que là, on tombe sur des gens qui ont une marionnette de Macron. Et on dit, ouais, je dis, ouais, on
peut faire tous les jours 1 minute 30 ou 2 minutes de Macron, et puis on fait ouais. Et on essaye de faire quelques sketchs. Il y a Usul qui vient se greffer dessus, il y a Max Chabat qui vient, et bon, c'était plus mon monde à moi, mais bon, je participe. Et là, Blast lance un appel à souscription, et on lève 250 000 € le premier week-end. Blast s'est vu avec des millions d'euros. Sauf que ça s'est arrêté très vite. Ceux qui voulaient donner ont donné. Et puis ça s'est arrêté à 400 000. Une fois qu'on a eu payé tous les sketchs qui avaient été faits, c'est-à-dire une dizaine de sketchs, qu'on a payé toutes les petites choses qu'on doit envoyer, des t-shirts, des bouquins, aux gens qui ont payé, il nous restait 100 000 balles. Qu'est-ce que tu fais avec 100 000, sachant qu'un sketch coûte 10 000? Bah, tu fais pas grand-chose. Donc, Denis Robert a remis un petit peu au bout. Il y a eu des débats à l'intérieur de Blast. Et là, pour répondre, j'essaye toujours de répondre à votre question. On a essayé de faire quelque chose. Et avec Yves Le Roland, qui a été le directeur artistique des Guignols, donc il connaît très très bien la machine, même mieux que moi, il leur dit c'est impossible. Ce qu'on peut faire, c'est des lucarnes. Mais on peut même pas faire de sketch enregistré parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. On en fera 5, 6 et puis on s'arrêtera. On ne pourra pas aller plus loin. Et donc, on avait déjà payé plein de choses. Donc, l'idée, c'était on rembourse les gens. Sauf qu'on n'avait pas les moyens de rembourser les gens. L'argent avait déjà été dépensé. Une grande partie, en tout cas. Et donc, c'est Denis Robert, je crois, qui trouve une boîte qui fait de la 3D. Et eux nous disent, oui, on peut faire avec de la motion capture avec des humains qui bougent, on peut faire des caricatures qui ressembleraient à des marionnettes. Ok, allons-y, on essaye, on nous dit, ouais, c'est pas mal, ça marche et tout ça. Et donc, on s'est dit, comment on fait? Est-ce qu'on fait de l'actu chaude? On faisait au Guignol. Sauf que nous, on écrivait, on se levait, on arrivait à 9 h du matin, on lisait la presse, on se demandait ce qui allait sortir le soir, on trouvait des idées, on déconnait. Et puis après le déjeuner, on commençait à écrire vers 14 h, en gros, on finalisait, on écrivait pendant 3 h, 3 h 30 pour faire 8 minutes et on livrait à 17 h 30. Et il nous est arrivé d'être hors sujet, hors actu, parce qu'il s'était passé un truc entre 18 et 20 h. Rarement, mais c'est arrivé. Là, il aurait fallu enregistrer les voix, puis enregistrer les marionnettes, puis faire un montage, puis faire un étalonnage pour que ce soit à peu près regardable, et on aurait diffusé, il aurait fallu au mieux, en faisant travailler plein de gens, un jour après. Ah oui. Eh ben, t'arrives à côté. Donc on s'est dit, tiens, si on faisait une fiction. Et là, on est parti sur une espèce de fiction d'un Macron isolé dans un bunker, qui est manipulé par Bolloré. Et dans ce bunker arrive Sandrine Rousseau et Mbappé. Bien, et, projet. Et là, on s'est fait pourrir, mon pote, mais pourrir. Mais les gens disaient, ouais, vous êtes transphobe. Moi, transphobe. Quel est le rapport? Comment quoi? Sandrine Rousseau, ce que vous lui faites dire, ce que vous lui faites faire, la façon dont vous... Elle arrive, elle a une moustache. Elle est déguisée parce qu'elle était planquée en haut, il y avait la guerre, je sais pas quoi, elle s'est déguisée et elle tombe d'une espèce de douche d'aération. Macron a peur, il dit « Ah, il lui plaît, tout ça. » Il dit « Ouais, regardez. » Et en fait, ça, vous êtes transphobe. Là, je dis « Là, les mecs, vous déconnez. » Donc moi, j'ai commencé à rire. C'est-à-dire, mais c'est qui ces gens? Et là, mais on s'est fait pourrir. Et ce qui m'a le plus déçu,
c'est qu'à part Denis Robert, à Blast, personne ne nous a défendus. Personne. Ils avaient peur de perdre leurs clients. Et du coup, je me suis désabonné de Blast. je suis abonné à tout un tas de médias indépendants, mais j'ai plus Blast. Ben, ça tombe bien parce que 90% de leur production est en accès libre. Et elle est excellente. Ils font des enquêtes excellentes et ils ont des émissions excellentes. Paco Mtielman est excellent. Il y a vraiment plein de choses excellentes. Regardez Blast. Voilà. Et peut-être un don si ça vous intéresse, mais moi, non. Mais, vous trouvez ça plus dur? Parce que normalement, si j'ai bien lu de mémoire de Guignol, quand on vous disait non, c'était plus de l'indicatif, quoi. Il y avait, vous arriviez quand même à vous amuser quand même. Est-ce que là vraiment c'était arrivé à un point où ça empêchait l'écriture et ça ou sur le canal Blast? Non, parce que vous disiez ils ont été chiants avec les trucs des transphobies, etc. Est-ce que c'était vraiment un point où c'était insortable et Non, c'est pas Blast qui était chiant. C'est une cinquantaine, même pas, je crois. Il y a une quarantaine d'internautes qui étaient clients de Blast, qui ont demandé à être remboursés en disant j'ai pas payé pour ça, moi j'ai payé pour des marionnettes, vous m'avez volé, j'ai entendu dire que j'avais englouti moi 400 000 euros. Donc tu te dis qu'est-ce que je fais? J'attaque en diffamation, je laisse tomber, ça intéresse personne le truc. Blast, on aurait pu continuer, mais on s'est planté, on s'est planté, ça c'est clair. La fiction n'a pas intéressé, même si moi je reste persuadé qu'elle est bonne. Je trouve qu'elle est bonne. Il y a de la punchline, comme on dit, ça marche. Mais dès que je pense que c'est surtout les fans de Sandrine Rousseau, que par ailleurs j'aime bien et qui est plutôt une copine, quoi. Mais on a le droit de se foutre de sa gueule. On a le droit de la montrer émoustillée quand elle voit arriver Mbappé et que Mbappé lui dit comment on fait pour dormir. Elle dit voilà, vous me draguez, voilà comment ça se passe, tout ça. Il dit non, je fais pas ça, juste je vous demandais, vous prenez le canapé, vous prenez l'autre truc, il dit voilà, ça y est. Et puis il lui dit vous avez pas un livre? Parce que Mbappé dans notre fiction lit beaucoup. Et il dit voilà, maintenant il va me le faire à l'intellectuel. Voilà. Et en fait, juste, c'est une femme qui drague. Voilà. Ouais. Fallait pas faire ça. Et j'ai trouvé que c'était un poil excessif. Blast nous a pas empêché de travailler à rien. Ils nous ont laissés tranquilles, mais ils ne nous ont pas défendus. Pas du tout. Okay. Et moi, quand on est dans une équipe et qu'il y en a un qui est attaqué, les autres te défendent. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Même si on s'engueule après, devant tout le monde, on défend. Là, tout le monde s'est barré dans la nature, sauf Denis Robert, qui en a pris plein la gueule. Donc, Denis, c'est un ami depuis 35 ans, donc ça le restera. Mais les autres... Et sur ce sketch-là, est-ce que Sandrine Rousseau vous en a voulu? Non, du tout. Du tout. J'ai participé à... J'ai été convoqué à une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture, notamment à la télévision, pour témoigner, comme j'avais été producteur de la grosse émission et qu'il y avait eu des gros problèmes dans la grosse émission de violence. Et j'ai vu la brave Sandrine, on a bien rigolé tous les deux, tout allait bien. J'ai aucun problème avec Sandrine Rousseau et elle nous en a pas voulu du tout. Mais il y a un fan club, un poil excessif à mon goût, qui s'en défendrait, qui dirait mais non, pas du tout, c'est vous qui l'avez été. Enfin bref, on n'arriverait pas à se tomber d'accord, mais ils ont le droit de le faire, évidemment, ils ont le droit de critiquer, ils ont même le droit de m'injurier. Ça me pose aucun problème. Ce qui me pose un problème, c'est côté Blast. C'est mon diffuseur qui ne me défend pas. Ça me pose un problème. Parce que quand vous travaillez au Guignol, pour le coup, Canal+, vous défendez? Tout le temps. Tout le temps. On a fait des conneries. Hein. On a eu quelques petits problèmes. On a parfois été
mauvais, voire limite. La chaîne nous a toujours défendus. C'est un exemple que j'ai déjà cité, mais l'Escure s'est fait attraper en 95, 96, je crois. 93, 94, un truc comme ça. Quand Canal était propriétaire du PSG, et il s'est fait choper par Chirac dans les toilettes du Parc des Princes. Chirac était maire de Paris à l'époque. Il voulait devenir président. Et Chirac a coincé physiquement l'Escure dans les chiottes en lui disant « Vous êtes une entreprise baladurienne, vous êtes là pour me détruire. Quand je serai élu, je vous détruirai. » L'Escure m'a raconté l'histoire 10 ans après. 10 ans après. J'étais en train d'arrêter les Guignols. Et il m'a dit, ah, à l'époque, c'était dur, hein. Voilà ce qui m'est arrivé. Moi, je dis que c'est un bon patron, quelqu'un qui vient pas répercuter une pression qu'il a eue sur toi. Et on a toujours été protégés. Même quand la direction a changé et que c'est Rodolphe Belmer, qui maintenant est président de TF1, qui était président de Canal+, on a eu un problème avec le pape, vous l'avez probablement lu dans le... Oui. Benoît XVI, oui. Il savait qu'on allait gagner le procès. Il voulait juste pas le faire. Il voulait juste pas aller jusque-là en se disant, mais putain, mais juste, hey, vous dites, excusez-nous, et puis on passe à autre chose. Et moi, je disais, non, je ne m'excuserai pas. Il n'y a pas de faute. On n'a pas fait de faute. Et on a trouvé un moyen, donc c'est écrit dans le bouquin, que la chaîne s'excuse, ça la regarde, que l'émission, à travers le directeur artistique, sans présenter des excuses, disent on a bien vu ce qu'on a fait, bon, si vous voulez, on rediffusera pas la séquence de dimanche, ça c'était notre porte de sortie, on rediffuse pas dimanche. Et on mettra plus Adolphe II sous Benoît XVI. Et après, on a mis Benito II. C'est bien, ça sonne italien au moins. C'est Benoît en italien, donc il ne pouvait rien nous dire. Mais la chaîne nous défendait et cherchait une solution pour que les auteurs n'aient pas à s'excuser d'être des auteurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est un auteur, c'est un métier qui n'existe pas déjà, auteur. Qui n'existe pas ou qui n'existe plus? Qui n'existe pas. Objectivement, le métier n'existe pas. Si vous voulez, je vous explique pourquoi, mais c'est un peu long. On va dire que c'est un petit peu long, mais moi, j'ai été payé pour faire un métier qui n'existe pas. C'est auteur. J'avais aucun diplôme à faire valoir pour justifier le salaire. Ouais. Auteur, c'est... Alors, il faut définir métier. Métier, c'est quelque chose qui comporte quelques codes et des savoir-faire qui s'apprend, qui mène à obtenir un emploi. Un pompier, c'est un métier quand même, tu vois, avec des postes et un travail précis. Auteur, non. Tu vois, il n'y a pas de... Tu peux ramasser des feuilles, t'as pas besoin de... Si t'es cantonnier, t'as pas besoin d'être... c'est pas réellement un métier, mais c'est une activité rémunérée. Okay. Comme auteur. Mais il n'y a pas de médecin, pas d'avocat, tourneur-fraiseur, informaticien, comptable, pompier, sans avoir un diplôme. Alors qu'il y a plein d'auteurs qui gagnent très bien leur vie et qui ont 0 cursus. Autant que de cantonniers, en fait. Tu vois, voilà. Et donc, un métier, ça nécessite un savoir-faire qui s'acquiert par des études ou un apprentissage, et cet apprentissage et ces études, à coup sûr, te forment à un métier parce qu'à la fin, tu as un diplôme. Et le à coup sûr est très important. Parce que tu n'auras pas forcément un boulot, et ça, c'est autre chose. Alors qu'il n'y a aucune université qui propose d'apprendre à coup sûr d'être auteur. Écrivain, scénariste, je sais pas, sketch, one-man show, ce que tu veux, stand-up. Elle propose des formations au métier de l'écriture. Et il y a un paquet d'escrocs qui en proposent des millions. Mais toutes, elles te disent la même chose. Elles ne peuvent pas donner
comment dire, du talent et de l'inspiration. Elles peuvent te donner des trucs. Moi, je peux l'enseigner. Parce que mon expérience acquise sur le tas, elle me permet de dire, voilà, dans telle direction, tu peux écrire telle et telle chose. Si tu vas par là, tu te trompes. Si tu vas par là, tu as plus de chances de rencontrer un succès. Mais le talent et l'inspiration, non, tu peux pas. Donc, c'est pour ça que je dis que le métier d'auteur n'existe pas. Et je te parle d'un mec qui a un master en littérature. Un ponte. Pour revenir à ce que vous disiez sur le fait d'être protégé par Canal, j'ai entendu une interview de Chabat. Chabat qui disait « Je préfère me tromper avec mes erreurs que celles des autres ». Dans le sens où des fois on se dit peut-être que ton entourage va vous dire « Non, n'y va pas, fais pas ceci, fais comme cela ». Et à la fin, il s'écoute plus, il écoute les autres. Et va pas au bout de son idée. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, à un moment d'avoir suivi les autres et au final de ne pas savoir si votre projet, à vous, aurait pu être plus vertueux, enfin, avoir plus de succès ou non? Au Guignol, jamais. Jamais? Non, au Guignol, non. Au Guignol, on faisait ce qu'on voulait et c'est bien ce qui emmerdait les gens. Y compris à l'intérieur de Canal, où ils disaient, ouais, c'est une espèce de forteresse, ils écoutent personne. Si tu leur dis, fais pas ça, ils font 2 fois pire. C'est pas la peine d'essayer de les convaincre. On a eu Bietri sur le dos un jour, c'est en 92, je crois. C'est en 92 qu'il y avait un euro en Suède, un truc comme ça. 92, c'est l'année euro. C'est 90 Coupe du Monde, donc 92 euros. C'est ça, 92. 92, ouais, c'est ça. Hein. Et Bietri vient dans notre bureau, il dit, ouais, moi j'ai des gens en Suède qui me disent que Papin, il voit sa marionnette, il dort plus la nuit, il tourne en rond dans l'hôtel, il est mauvais sur le terrain, tout ça. Je dis, t'es en train de nous dire qu'on vous fait perdre l'euro? C'est ça que t'es en train de nous dire? Le lendemain, on a sorti Papin, et il me disait, mais arrêtez! Je dis, mais non, on n'arrêtera pas, c'est de l'actualité. Papin est avant-centre de l'équipe de France, il est en Suède, il est en train de jouer à un euro, on en parle. Et voilà. Mais Bietri, je l'adorais, hein, je l'adore toujours d'ailleurs, il n'est pas mort. Et il a un point de vue sur la fin de vie que je partage. Ouais. Et il est formidable, c'est un mec formidable. Mais il est venu nous faire un coup de pression en 92 parce que c'était pas encore bien ancré dans la tête des gens que les Guignols étaient. C'est ce que aujourd'hui il y a un retour de bâton, mais on était protégé par notre direction, on était protégé par notre succès. 3,5 millions de personnes, 5-7 d'or, un travail incroyable, 300 fiches de paye par mois. On faisait tous les jours, il y avait le direct, il y avait une série de sketchs en préparation, une série de sketchs en écriture, une série de sketchs en post-prod et une série de sketchs en tournage. C'était tous les jours des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillaient sur une partie des Guignols. Des dizaines et des dizaines de salaires. Ça coûtait une blinde. Et donc ça nous protégeait. Et il a été question à un moment de nous sortir de Canal. Moi, on m'a proposé, c'est Virginie Calmels qui m'a proposé ça, et qui l'a proposé à Méheux, et Bertrand Méheux était d'accord. Il nous filait le nom des Guignols. Il me filait à Yves Le Roland et à moi, et aux auteurs, mais c'était principalement à moi et Yves Le Roland. Le budget devait passer de 15 millions à 13 millions par an, donc une économie substantielle. Canal se chargeait de licencier tout le monde, et nous, on se chargeait de reprendre une partie en intermittent du spectacle. C'est-à-dire et en CDD, plus de CDI, plus de trucs comme ça. Il y avait une 40aine de CDI. Et ça a été tentant à un moment. Sauf que tu deviens le client de Canal et que si la personne qui te paye dit non, nous on veut plus de votre produit, il te vire. Et comment on s'est sorti de ça? Avec Yves Le Roland, on était tous les deux dans le bureau, il devait être 10h du soir.
Et on parlait du rendez-vous du lendemain à 8 heures avec notre avocat, l'avocat de Canal, pour commencer à signer le protocole. Et j'ai dit, on appelle notre avocate et on lui dit, tu vas mettre dans le contrat un dédit de, je crois que c'était à l'époque, 70 millions d'euros si Canal arrête la première année. 60 millions la deuxième année, 50 millions la troisième année, et dégressif comme ça jusqu'à la 7e année. Mais nous, on dit ça à l'avocate, qui doit appeler tout de suite l'autre à 11 heures du soir en lui disant « Alors voilà ce qu'on va rajouter pour demain matin. » Mais eux rappellent le soir « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça veut rien dire. » Je dis « Oui, je sais, président, ça veut absolument rien dire. Mais vous n'allez pas arrêter les Guignols la première année, donc ça veut rien dire. On aurait pu mettre 1 milliard d'euros. Mais non, c'est pas comme ça qu'on négocie, c'est pas comme ça qu'on fait les affaires. Il faut se faire confiance. Je vous fais confiance. Je pense que ça n'arrivera pas. Donc, on met une somme idiote. Voilà pourquoi on met cette somme idiote. Et il a annulé le rendez-vous du lendemain matin. Ce qui, pour moi, peut-être que je me trompe, hein, mais voulait dire, la première année, on va vous faire chier. La deuxième, on va vous dire, on va pas diffuser en direct, on va commencer à couper des trucs. Et à la fin de la deuxième année, vous en aurez tellement marre qu'on vous fasse chier que vous arrêterez de vous-même. Moi, c'est ce que je pensais. Il me l'a jamais confirmé, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Mais je pense que si il avait accepté en nous disant c'est ridicule, qu'on met 70 millions, vous savez quoi, on va mettre 500 millions. Ouais, ça n'arrivera pas. Donc, on met 500 millions. Et puis, on aurait mis des petites clauses si les auteurs mouraient tous dans un accident d'avion en même temps ou des choses comme ça, des empêchements. Évidemment que la clause ne s'applique pas. Mais si Canal arrête unilatéralement le contrat, alors ils payent 500 briques. S'ils avaient fait ça, sortait. Le fait qu'ils disent non, on peut pas faire ça, ça me laissait penser que c'est ce qu'il avait en tête, arrêter les Guignols. Donc ça ne s'est pas passé, ça c'était aux alentours des années 2003-2004. 2007, j'arrête les Guignols, Sarkozy arrive, il part, d'abord il va bouffer au Fouquet's le soir même avec tous les milliardaires des chaînes. Après il part une semaine en vacances sur le yacht de Bolloré, et là il décide d'arrêter les Guignols. Et il demande à Bolloré de prendre Canal. Bolloré dit on va regarder. Et petit à petit, il a échangé des actions de Direct 8 avec des actions Canal. Au début, il avait 3%, 2 ou 3%, puis il est monté. Et quand il est devenu majoritaire, le plus gros actionnaire, sans être majoritaire, au conseil d'administration, il a dit vous vous barrez, c'est moi le patron. Et le même jour, le 2 juillet, on enterrait De Greff. C'était en 2015. Donc, il a mis quand même 10 ans, 8 ans, Sarkozy à faire arrêter les Guignols, mais il y est parvenu. En 2015, le 2 juillet, on est tous à l'île sur la Sorgue, où il y a la crémation de Alain De Greff, le directeur des programmes. On est quelques-uns à porter le cercueil. Pas des masses, hein, mais pour la vie, c'est pour la vie. On rentre dans la salle où il y a la crémation, avant la crémation, et on dit des conneries, on rigole. Il y a les gens du village. Il était à Saint-Saturnin-les-Aptes, il y avait tous les gens de son village. On était une trentaine de Canal, dont l'Escure, Agnès Michaud qui était là, il y avait Dupontel, il y avait Benoît Delépine, enfin, on était un certain nombre. Et on dit des conneries. Chacun fait son petit discours, on dit des conneries, on pleure, on rit. Ça dure 1h30, on sort, on rallume nos téléphones. Et là, on apprend que Bolloré a viré Belle-Mère et tous les directeurs, en fait. Les jours de la crémation de De Greff, le symbole, il est atroce. Est-ce qu'il a fait exprès?
Il aurait pu attendre 2 jours. Et ce jour-là, on a su que tout était fini, quoi. Il changeait la transition, il mettait des gens qui étaient, de mon point de vue aussi, incompétents complets, mais extrêmement loyaux envers Bolloré, qui préférera toujours la loyauté à la compétence. Et vous, donc là, vous racontez quand l'émission s'est arrêtée, mais alors moi j'ai lu du coup aussi de Mémoire de Guignol, et vous racontez aussi que il y avait presque un élément volontaire dans le sens où on va dire qu'il y avait à un moment donné une cible principale qui était Chirac, ou en tout cas un personnage principal, ou en tout cas un personnage récurrent qui était Chirac, avec lequel vous partagiez pas forcément tout de vue politique, mais un personnage pour lequel vous aviez de la sympathie, et que justement vous pouviez vous moquer ou vous permettre la satire, justement parce que cette sympathie vous permettait en tout cas de trouver le ton de l'humour, et que ce ton vous n'arriviez pas à le retrouver avec Sarkozy. Est-ce qu'il y a aussi est-ce que vous confirmez que ça a aussi été un élément de vous dire aujourd'hui je pourrais plus faire rire parce que fondamentalement cet homme j'arrive pas à le tourner en dérision parce que j'ai pas la sympathie nécessaire pour lui? Alors Sarkozy, oui. Sarkozy, je l'ai dit 100 fois, je peux le répéter, je n'aime rien en lui. Mais alors là, pour le coup, c'est subjectif à mort. Hein. C'est vraiment que moi. Je l'aime pas physiquement, j'aime pas sa voix, j'aime pas son rythme de parole, j'aime pas ce qu'il dit, j'aime pas ses idées, je n'aimais pas sa politique, je n'aime rien en lui, rien. Donc, du coup, si tu caricatures avec cet état d'esprit, t'es méchant. Et la méchanceté, ça se voit très vite, et c'est moins drôle que de se moquer de Chirac, qui avait son bénard qui montait sous les nichons au-dessus du nombril, qu'on voyait quand même. Voilà, il était trop français. On a tous un tonton qui ressemble à Chirac. Et il nous a quand même évité d'aller à la guerre une fois, avec Villepin. Bon, moi, de ça, ouais, je trouvais ça sympathique. Les motocrottes, sympathiques. Même sa façon d'embaucher que des gens de la Corrèze à la mairie de Paris, des emplois fictifs. Il a une liste d'affaires au cul qui était terrible. Il a été condamné définitivement. Son premier ministre Juppé a été condamné définitivement. Sarkozy a été condamné définitivement. C'est quand même... on est dans une république un poil bananière quand même, hein. Mais la justice fonctionne encore. Et je ne sais pas pourquoi Chirac était sympathique aux yeux des 3 auteurs de l'époque. Ça, c'est Benoît de Lépine et Jean-François Alain au début. Après, il y a eu Alexandre Charlot et Franck Magnier, pour qui c'était pas leur tasse de thé politique, mais Chirac était marrant, quoi. Il était marrant, et c'est le droit au colibet. Il nous est marré. On n'avait pas de méchanceté. On pouvait dire des choses très méchantes, mais on n'était pas méchant envers lui-même. Et quand il est mort, j'ai même écrit un papier qui a été repris, je sais plus dans le Post, je sais plus dans quoi. J'avais écrit ça sur ma page Facebook en disant que j'avais presque perdu un membre de ma famille sans jamais l'avoir rencontré. Je l'ai jamais rencontré. Mais je l'ai pas avec les cons. Pardon. Quand on dîne pas avec les cons, on les rencontre pas. Ah oui, toi, tu as vraiment lu le livre, mais c'est vraiment l'anecdote est vraie. Hein. L'anecdote est vraie. Vous n'avez jamais eu de regrets par rapport à ça? D'avoir dit que je dînais pas avec les cons? Non. Non, de ne pas être allé dîner. D'avoir dit à son ventre peut-être un peu plus. Non, mais ça nous a jamais effleuré l'esprit d'aller dîner avec Chirac. Ça nous a, enfin moi, je sais pas les autres, mais moi, ça m'a effleuré l'esprit d'aller dîner avec François Mitterrand. Parce que j'étais plus copain avec Rousselet que les 2 autres, parce que Rousselet est golfeur, il joue au golf depuis toujours, et que moi, je joue au golf depuis 40 ans. Donc, on a partagé pas mal de parties avec André Rousselet, au golf de Saint-Cloud, avec Charles Biectry, avec Luc Dayan, avec quelques potes à lui. Et même quand il était très vieux, très très vieux, il faisait 9 trous. Il disait je vous attends, finissez, moi je vais au resto. Et il nous commandait à bouffer et tout ça, donc ça allait. Et j'étais copain avec lui et il nous disait si vous voulez, je vous arrange un dîner avec Mitterrand. Et nous on lui disait non. Tant qu'il est président de la République, non. Mais dès qu'il sera plus président de la République, moi j'avais dit oui,
je voulais serrer la main, j'ai écrit ça dans le bouquin, je crois, de serrer la main de quelqu'un qui a serré la main de Pétain, C'est ça. de Pétain et de Dalida. Putain. Non, mais sans déconner. Moi, ça m'aurait plu d'aller serrer la louche d'un mec qui a serré la main de Pétain, quoi. Alors, c'est comment la guerre? La guerre, les deux que vous avez fait, une en collabo et puis une après en résistant, comment ça s'est passé? Les mémoires de De Gaulle, quand De Gaulle parle de Mitterrand, waouh, ça pique, quoi. Et puis, quand donc Chirac a été élu en 95, donc ça se passe au mois de mai. Dès le mois de juin, Rousselet revient à l'attaque en me disant: maintenant qu'il n'est plus président, est-ce que vous voulez dîner? Moi, je dis oui. Les deux autres, je ne sais même plus ce qu'ils disent. L'été, on est tous en vacances, non. Donc, on se donne rendez-vous pour septembre-octobre. Septembre-octobre, il est très malade. Très, très malade. Et il reporte à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, Rousselet nous dit il va arrêter son traitement. Il a choisi d'arrêter le traitement. Donc, normalement, il y en a pour quelques semaines maximum, voire quelques jours. Donc, ça se fera pas. Et il est mort début janvier, je sais plus, je crois que le 6 janvier, un truc comme ça. Et donc, j'ai jamais bouffé avec lui. Et oui, j'aurais aimé. Mais c'est le seul. Hein. Chirac, je m'en foutais, franchement. Sarkozy, jamais. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'incapacité déjà technique de refaire les Guignols, ça coûte trop cher, il faut vraiment avoir la force de guerre derrière de le faire. Mais aussi, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne manquez pas de sympathie pour le monde politique actuel pour justement pouvoir être drôle sans être méchant? Alors moi, franchement, je n'ai aucune sympathie pour aucun des membres du gouvernement, ni le président de la République, parce qu'ils sont... c'est du cynisme pur. Ce sont des gens qui sont cyniques, menteurs, et qui mènent, pour moi, la France vers le fascisme. Alors, je sais bien que le mot est employé à tort et à travers, mais il a un certain nombre de définitions. Umberto Eco en a trouvé 17, je crois. La première, c'est de contester l'état de droit et la justice sans arrêt. La deuxième, évidente, c'est l'autoritarisme. Et la troisième, c'est le non-respect de tous les corps intermédiaires et le non-respect des élections. Là, Macron, il groupe les trois. Hein. Les Gilets jaunes, il en a éborgné je ne sais pas combien. L'état de droit, il a son ministre de l'Intérieur qui dit que, on pourrait s'en passer. Hein. Et l'autoritarisme, il ne respecte pas les élections. Là, il a perdu les dernières élections. Le type qui est aujourd'hui Premier ministre, je ne sais pas combien de temps il peut tenir avec Bétaram, je ne sais pas comment il fait, mais c'est scandaleux. Et d'abord, c'est un des premiers ministres les plus vieux de la Ve République. Donc l'autre, il disait « Vive la jeunesse ». Et aux élections, je crois qu'il a fait son parti, le MoDem, et affilié LR, ils ont fait 5. Alors je sais que le NFP n'avait pas la majorité absolue, mais ils avaient une majorité. Et donc c'était à eux de gouverner. Ils se seraient probablement plantés, ils auraient pris des motions de censure dans la gueule, peut-être, mais c'était démocratiquement à eux de le faire. L'autre a nié le résultat des élections. Donc on est dans de l'autoritarisme, dans la non-reconnaissance des élections, dans la fin de l'état de droit et dans l'isolement complet du pouvoir et de la pratique totalement isolée du pouvoir. Le Parlement n'existe pas. Le budget, le prochain budget, si Bayrou va jusqu'au prochain budget, sera voté à coup de 49-3. Donc il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de Conseil constitutionnel. Donc je n'ai aucun respect, mais rien, pour aucun des ministres de ce putain de gouvernement. Aucun. Donc ça serait difficile de faire marrer avec. Autre chose,
qui est importante, c'est que j'ai 66 ans et que c'est quand même pas à moi d'aller déconner. Je vous parlais tout à l'heure de Nova. Des mecs comme Pierre-Emmanuel Barré, c'est des quarantenaires déjà. Ils sont déjà limite. Guillaume Meurice, Juliette, Juliette Arnaud. J'ai été son babysitter, jamais oublié ça. Ils ont 40-45 piges. Ils sont presque déjà trop vieux. Hakim Omiri, ça commence à être... Là, il est dans la force de l'âge, lui, pour contester, rigoler, prendre position, parce que pour moi, le bon âge pour faire les métiers que j'ai faits, qui ne sont pas des métiers, mais auteur satirique, en écriture satirique, et avec certains codes d'humour, il faut avoir entre 25 et 40 piges, 45 max. Parce que c'est la période où on est suffisamment informé pour bien faire les choses et pas dans la désillusion dans laquelle je suis moi. Moi, franchement, je ferais rien de bon aujourd'hui. Rien. Je suis trop vieux, j'ai plein d'aigreur. Tu sais, les gens disent « Ah, il est aigri !» Bah ouais, je suis aigri, putain. On a tout raté. On a tout raté. Et la gauche n'a jamais gouverné ce putain de pays. On n'a jamais aussi mal partagé les richesses. On a essayé d'avertir les gens. Attention, la World Company, le pouvoir s'est déplacé du politique au financier. Nous, au départ, c'était la World Company. C'est une critique. Hein. C'est pas un projet de vie. Tu vois, on en a fait un projet de vie. Donc oui, il y a de l'aigreur. Mais c'est pas grave d'être aigri. Il faut juste savoir... ouais, j'ai de l'aigreur. J'ai de l'aigreur en moi. Et tu fais pas du bon humour, du bon travail avec de l'aigreur. J'écris aujourd'hui des romans que je publie en feuilleton sur Facebook, que mon éditeur Florent Massot publie en papier. On fait des téléchargements, parce qu'il y a un téléchargement gratuit sur son site qui est resté gratuit. Mais c'est des dizaines de milliers de téléchargements. Par contre, en vente, c'est 800. On vend rien. Mais je m'en fous. J'ai pas besoin. Je veux que les gens lisent. Et il se trouve qu'ils lisent. Sauf que dans la fiction polar, thriller politique, avec un flic suicidaire, je peux me servir de cette aigreur, y mettre l'ironie qu'il faut, et en sortir quelque chose de léger, quand même. Mais je pourrais pas le faire au quotidien avec des marionnettes, c'est pas possible. J'y arriverai pas. Par contre, si des gens veulent le faire, et qu'ils ont 25 ans, je les encourage à trouver comment fabriquer des marionnettes pas chères et de faire la même chose et de déconner. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé, qui ont réussi même à faire des trucs de marionnettes, mais la scène, c'est quotidien. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça pourrait nous tenter. Et justement, vous parlez souvent, en fait, vous faites souvent référence à un film génial, Idiocratie, dont vous parlez souvent. Vous dites les actifs dans l'idiotie gagnent toujours sur les passifs dans l'intelligence. Audiard lui disait un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. On est en plein dedans, non? Ah bah oui. Bah oui. Mais je vous ferai remarquer qu'en parallèle, je fais tous les samedis soirs sur une chaîne Twitch qu'on a avec Caroline Fiat, ex-vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ludo de la Herche, ex-communicant richissime, on va dire, qui maintenant est restaurateur dans le Lot, Anne Valério, puis d'autres femmes qui viennent nous rejoindre au coup par coup. Je prends des positions, je m'amuse avec eux. Là, mon aigreur, on la voit moins parce qu'on est nombreux, c'est une discussion, on fait une contre-soirée dans une cuisine. Et Ludo fait une recette, et pendant qu'il fait la recette, on parle. On parle de l'actu, de ce qu'on fait quand on est ensemble ici, et ce qu'on fait quand on est avec des copains à table. On commence par se dire, on parle pas de politique, un quart d'heure après, on est en plein dedans. Bien sûr que c'est politique. Un quart d'heure après, on s'engueule. Enfin, mais c'est une sorte de vie
euh, presque incontournable quand on est français. On a ça dans le sang. Je m'excuse pour le pif, ça la coke, elle est pas bonne en Grèce. J'ai testé cette semaine, c'est vrai qu'en France, elle est meilleure. Hein. Pardon? J'ai testé cette semaine, en France, elle est meilleure. Ah ouais? Parce qu'il revient de Grèce. J'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Ouais, moi non plus. Non mais le pollen ici, ça me tue. Putain. J'ai des arbres partout, des fleurs, des plantes. Oh, les bâtiments, c'est mieux. Oh bah putain. Et vu qu'on est dans Idiocratie, si demain il y avait un dîner de cons organisé, qui serait votre invité? Ruffin. J'amène Ruffin. Ok. Pourquoi Ruffin en particulier? Non, mais j'amène Ruffin en lui disant non, mais parle-nous de ton copain Momo le cariste. Parle-nous de Fatima, l'aide-soignante. Parle-nous de l'aide à domicile Josette. Et lui, ça aurait été une marionnette extraordinaire. Il peut pas faire une phrase sans citer un cariste, une aide-soignante, une fleuriste. J'ai rencontré sur le marché. Arrête, putain. Arrête. Ouais, dans un dîner de cons, c'est l'équivalent de j'ai construit une tour Eiffel en allumette. Hein. Bien sûr. Ouais, Luc, lui. Sur quoi on peut revenir encore? Si, manger des pommes, ça vient de qui? Tenez, parce qu'on parlait de Chirac. Ça vient de qui, ça? Parce qu'il y avait le curé, le voyou, le génie. Qui a décidé pour manger des pommes? Benoît Delépine et moi. D'accord. Benoît m'appelle le dimanche soir en me disant putain, il est élu. Je dis comment putain. Et non, c'est quand il sort le programme. Non, c'est quand il sort le programme. Et il monte dans les sondages. Tu sais, il était très bas. Et puis à un moment, bah, il gagne 3-4 points. Et avec Bebe, on rigole, on dit mais on a lu le programme, c'est nul. Son truc, on le lit en 10 minutes, hein, le petit fascicule. Et on regarde la couverture, il y a un pommier dessus. Et le pommier, c'est l'arbre de la connaissance, ou je sais plus quelle connerie. Et c'est l'imprimeur qui a décidé ça, parce que Chirac disait je m'en fous, mettez ce que vous voulez. Et donc, on fait dire à PPD vous êtes monté dans les sondages, à votre avis, c'est pourquoi le programme? Et non, j'en ai pas. Je sais pas, vous êtes plus sympathique qu'avant? Non. Il dit on voit pas. Peut-être que c'est le livre. Il dit non, c'est de la merde le livre. La couverture alors. Ah peut-être, ouais, c'est l'effet pommier. C'est ça l'effet pommier. Et il lui dit donc le slogan c'est quoi? Le slogan manger des pommes. Et le truc a pris immédiatement. Donc le lendemain, il a dit bonjour, manger des pommes. Et voilà, c'est Bebe et moi. Ça reste un classique. Ah oui. Ah bah oui, celui-là, il est. Oui. Putain. Et manger des pommes, ouais. C'est bien communiqué aussi là-dessus. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Ça m'a fait penser à. Enfin, pas directement lié, mais quand on parle des Guignols, souvent on pense à Sylvestre, qui était un personnage récurrent des Guignols. Dans l'une de vos interventions, vous expliquez que. Alors, vous avez à cœur d'expliquer que l'humour, c'est le faible qui table sur le plus fort. Et dans une de vos interventions, vous expliquez que si on en vient à taper sur les minorités, ça doit être interprété par un personnage qui est volontairement grossier ou absurde, entre guillemets un gros con, pour que le message soit compris. Mais sauf qu'aujourd'hui, de ce que je vois moi sur les réseaux sociaux, je vois bien que sous couvert d'un « on peut plus rien dire, c'était mieux avant », tout ce que vous avez pu faire avec Sylvestre ou avec d'autres sketchs du genre, c'est repris par des pages à droite, voire très à droite, sous couvert du « on peut plus rien dire ». Est-ce que là, c'est le récepteur qui grésille ou c'est l'émetteur qui, lui, n'est plus adapté à l'époque? Ça, c'est une putain de bonne question, ça. L'émetteur a changé. L'émetteur Guignol, c'est des auteurs. Un auteur, c'est une valeur ajoutée sur une idée. Il a sa sensibilité, on va dire son talent aussi, peut-être qu'on en avait un peu, on va savoir. Sa vision, et il la met en confrontation avec deux autres auteurs. Ces deux autres auteurs alimentent, enlèvent, amendent, et à la fin, on a une idée globale de trois auteurs pour faire à la fin un truc qu'on espère marrant. Donc, on bosse. Et
on sert ça à l'intérieur d'une émission qui est dans un cadre de satire politique à base de marionnettes et de caricatures. Donc tout est clair. L'émetteur, c'est ça. Aujourd'hui, l'émetteur, moi qui suis beaucoup sur X, je vais souvent à la pêche aux trolls. J'adore les faire chier. Et j'en ai bloqué, je crois, 8000. Mais avec les fermes à trolls, on s'en sort pas, hein, tu peux pas. Mais aujourd'hui, n'importe qui devient un émetteur. Et on devient, tous les récepteurs qui voient le message de cet émetteur ne savent pas qui est l'émetteur vraiment. C'est qui? C'est un philosophe? C'est un connard? C'est un aigri pire que moi dans sa chambre qui a 20 piges, qui a piqué le téléphone de sa mère, ou toi un gamin, ou je sais pas quoi. On ne sait pas qui est l'émetteur. Il n'est pas identifié. Et ce qu'on voit quand la parole, c'est Macron qui a dit ça aujourd'hui, je sais plus comment il avait dit, Toto je sais pas quoi, il a autant de droit à la parole qu'un ministre. Et ce que tu vois côté ministre et côté Toto, c'est leur connerie en premier. Et rares sont les comptes que moi je suis et qui sont entre guillemets intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord plus que moi la capacité de se taire, mais qui ont une analyse sur les choses pas quotidienne. Ça aussi, il faudra en parler. Mais leur analyse, elle est circonstanciée. Il y a un compte que je regrette qui a quitté X et que je suis allé retrouver sur Blue Sky, c'est Eric Lagadec, qui était un des seuls comptes, c'est s'occupe des étoiles. Et chaque intervention de Lagadec est intelligente. Et elle t'apprend quelque chose. Et elle te donne envie de t'évader dans ton esprit. Elle te donne, sans jamais parler de politique, elle te donne des visions politiques. C'est un compte. Moi, je suis suivi par 155 000 personnes. Il n'y a pas que des prix Nobel. Je m'amuse de temps en temps à dire, je demande à tous les cons de quitter mon compte. Personne ne bouge. Donc, ils ne se définissent pas comme, en tant qu'émetteurs, comme cons. Ouais, mais c'est vrai que la plupart des vidéos, des courts extraits, des guignols qu'on voit, c'est sur des pages d'extrême droite qui disent on peut plus rien dire et on peut plus rigoler. Ouais, c'est vrai. C'est dingue, mais c'est comme avec Coluche. Hein. Il y a pas mal de trucs de Coluche qui sont repris par des comptes comme ça, alors que Coluche, il est, enfin, je veux dire, Coluche, il est de gauche. C'est assez évident, quoi. Ah oui, non, Coluche était, en tout cas à l'époque, il n'était pas du tout d'extrême droite. Il était, j'ai écrit ça dans le livre quand il m'a dit un jour, si on te demande d'ouvrir ta gueule, où que ce soit, ouvre-la. C'est trop rare pour les gens comme nous. Et à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais au café-théâtre et nous, les gens comme nous, Coluche qui dit ça à un mec qui a 20 piges qui est au café-théâtre, l'autre il remplissait le gymnase tous les jours. Putain, et j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'était, je l'ai compris après, mais c'était un humour ouvrier. Toujours le rapport du faible au fort. Le faible, quand il a de l'humour, quand il sait le manier, quand il sait manier l'ironie, la satire, même le sarcasme qui est l'ironie méchante, quand il sait faire ça, eh bien, il affaiblit considérablement le fort. Mais sur un laps de temps très court, parce que le fort, il a l'armée, la police, l'argent, donc il va gagner à la fin. Mais pendant un court moment, il a permis aux faibles de gifler le fort. Ça, c'est extraordinaire quand tu arrives à faire ça. Tu vois, et Coluche, j'en parle dans le livre, quand il fait son sketch sur la publicité, il change la façon de voir des gens. Mais profondément, il le change. Quand il y a un publicitaire, qui s'amuse à dire Mammouth écrase les prix et que c'est une contrepédrie monumentale et que Coluche la souligne, il retire la campagne.
Parce que chaque fois que tu entendais Mammouth écrase les prix et que tout le monde disait Mamie écrase les proutes, bah, tu peux plus. Donc, il retire la campagne. Les lessives qu'il avait plus blanc que blanc. Blanc, je vois ce que c'est comme couleur, c'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute, ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, c'est quoi comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Campagne retirée. Ouais. Parce que l'absurdité révélée par un clown, alors que le fort, là, pour le coup, c'est le marchand de lessive, quand même, qui est multimilliardaire. Et ben, le fort, il ferme sa gueule et il s'en va. Parce qu'il y a un mec sur une scène qui a dit quelque chose qui l'a désarçonné et qui a désamorcé sa communication. Bah, c'est vachement bien. Les Guignols, ce qu'on faisait, et quand c'était réussi en tout cas, c'était quand on donnait des armes au public pour comprendre de lui-même et de faire le chemin lui-même vers la rigolade. Chirac, putain 2 ans, on nous a dit, vous tiendrez pas. Parce que quand ça sera 1 an, vous allez faire quoi? Putain 1 an, mais ça, il l'aura pas dit. On a dit, non, t'inquiète. Putain, mon boulot dans 2 ans que j'aurai dans 1 an. Ouais. Et manger des pommes. Et tout ça l'a rendu sympathique, alors que nous, c'était pas ça l'objectif. Oui, parce que ça a fait son, c'est vrai, ça a fait son beurre politique un peu. Ça a créé sa bonhomie aussi. Enfin, il en a joué. Oui. Mais ça a détruit, de l'autre côté, la communication de Balladur, qui voulait l'enterrer. C'est ce que les Américains appellent une slow news, l'information de la page 8. Tu sais, ben oui, on l'a dit, on l'a mis en page 8, il y avait 4 lignes. Ben, personne ne les a lues. Et nous, on a sorti Chirac de la page 8 et on l'a mis devant, tous les jours, tous les soirs, avec des couteaux dans le dos, avec ces conneries de je vais à Montélimar en diesel. Vous allez faire quoi à Montélimar? J'en sais rien. Et pourquoi vous y allez? Parce que je m'emmerde d'avoir. C'est inouï ce que je m'emmerde. Et on l'a gardé dans l'actualité. Et tout d'un coup, on voyait que Balladur, il voulait sa place, alors qu'il s'en défendait. Et le jour où Balladur a dit oui, je suis candidat à l'élection présidentielle avec Sarkozy qui sera mon Premier ministre, tout le monde a dit, ah ben non, les Guignols le disent depuis 2 ans, t'es un putain de traître. Et on vote pas pour un traître. Et le traître est toujours moins sympathique que le trahi. Et Chirac est apparu sympathique parce que trahi. Mais nous, on était contents d'avoir viré Balladur, on pouvait pas le blairer non plus. Et en plus, il était avec Sarkozy, donc... Et pourquoi Sarkozy, dans ces cas-là, n'a pas payé aussi le prix de la trahison? Il l'a payé. 95, il sort de la vie politique, il n'y revient qu'en 2002. Ah oui, il revient longtemps après. Il revient au 2e septennat, qui deviendra donc un quinquennat de Chirac, parce que Bernadette dit à Chirac, prends-le, garde-le, tout ça. Et l'autre, il est gentil, toi, le vieux. Il a repris Sarkozy, qui, 3 jours après, le trahissait. C'est le mec a ça dans le sang. Hein. C'est trahi, il a ça dans le sang. Il prend l'oseille de Kadhafi, après il le tue. Donc c'est pas gentil quand même. Ouais, diffamation, on n'est pas sûr que ce soit lui. Eh ben, porte plainte, mon chéri. Ça te fera un procès de plus. D'ailleurs, Sarkozy aurait demandé votre renvoi après un édito dans Nulle part ailleurs, où vous disiez justement, vous avez fait une longue tirade sur le traître. Est-ce que la colère du pouvoir est-il le plus grand compliment pour un satirique? Ah bah si t'as jamais d'emmerdement, ouais, c'est que t'es pas un bon. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Oui, il faut que t'aies des emmerdements. À un moment, la médaille, c'est quand tu te fais virer. Et Guignol, on s'est jamais vraiment fait virer, sauf la dernière équipe. Mais la tentative de nous virer a commencé en 2002. 2002-2003, quand j'ai été suivi, qu'on voulait me pourrir avec de la coke dans mon scooter, m'envoyer une pute, dire qu'elle m'a vu que je l'ai violée, dire que je gagnais plein d'argent. Et à chaque fois, comme j'assumais complètement tout, c'est-à-dire que la coke, j'en ai jamais pris. Tu prends mes cheveux, tu vois bien qu'il n'y a pas de coke dedans. Je ne me drogue pas, je fais ma pétard tous les 36 du mois.
Et ça me rend malade en plus. Je suis pas fait pour ça. Je vapote. Même pas du CBD. Et l'argent, je leur disais, descendez à la compta, c'est vous qui me le donnez. Moi, j'ai pas de société, je cache pas, je fais pas d'affaires, je fais pas ça. Je suis salarié. Et la pute, essayer de trouver une pute, mais moi, je n'ai jamais violé personne et j'assume ma sexualité qui, à l'époque, était assez débridée, je l'avoue. Mais je l'assumais complètement. Ils n'ont pas réussi à trouver. Et donc, ils ont engagé Pierre Martinet, qui est un ancien de la DGSE, pour me monter contre moi, pas m'assassiner directement, c'est pas lui qui l'aurait fait, mais pour monter un dossier homo sur moi. Homo pour homicide. Et je vous invite, pour ceux qui nous regardent, s'il y en a, d'aller voir sur le site d'Élucide de mon copain Olivier Desruyers, d'abord mon interview et tous les documents que je lui ai donnés et qui sont en ligne maintenant et qui sont officiels depuis que j'ai gagné le procès contre Canal qui m'avait... ils ont été condamnés pour atteinte à la vie privée alors qu'il y a un dossier homicide pour me tuer, quoi. Et donc ça a commencé là. Et je le savais pas. Ça, je l'ai appris en 2005. Ça a commencé en 2002. 2007, quand Sarkozy est élu, je ne sais pas qui va chez Bolloré et que le deal, c'est que Bolloré prenne Canal pour arrêter toute cette ironie contre cette partie-là de la droite. On n'a jamais rien eu, très honnêtement, contre les gaullistes sociaux. Tu vois, Seguin, c'était pas notre tasse de thé, mais Seguin, il n'était pas méchant. Hein. C'était pas des méchants, ces gens-là. Alors, ils ont peut-être fait des méchancetés que je connais pas, j'en sais rien. Chirac, il a tapé dans la caisse comme personne dans la mairie de Paris. Mais il a été condamné pour ça, c'est pour ça que je le dis. Hein. Mais il n'était pas méchant, au fond. C'est des gens qui aimaient la France. Avec une petite subtilité qu'un des seuls à souligner, d'ailleurs, je continue à être le seul à le souligner, c'est que Chirac a donné son sang pour la France. C'était la guerre d'Algérie, on appelait ça des événements à l'époque, mais il est allé en Algérie, il a mis son poitrail à la mitraille, il a dit allez-y, tirez. Alors il a tiré sur des gens, est-ce qu'il a tué des gens, j'en sais rien. Mais c'était une guerre dégueulasse, hein, c'était de la merde absolue, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce mec était prêt à donner sa vie et son sang pour la France. Ça doit donner une vision de la France différente d'un Macron aujourd'hui, qui tout ce qu'il a vu de la France, c'est sa prof de théâtre, quoi. Il a rien vu de la France. Il voit rien. Il la survole, il s'arrête pas. C'est une France Potemkin. Tu vois, quand il descend les Champs-Élysées, il y a des trucs qui sont assez marrants, des mèmes sur X. Il descend les Champs-Élysées, il salue une foule qui n'existe pas, puisqu'on a viré tout le monde. Ils ont peur qu'il le siffle. Et d'ailleurs, si tu mets 3 personnes, il y en a 2 qui sifflent, même 3. Et donc, il y a un dessin, un psy, avec ils ont fait un mème où le psy dit à Macron, mais cette foule que vous saluez, elle est avec nous en ce moment dans cette pièce. Et moi, ça me fait super marrer. Donc, ouais, j'ai déjà dit que j'avais aucun respect pour ce mec-là, mais la France, il la connaît pas, il a aucun, comment dire, il a rien de palpable, de physique, tu vois, de sanguin avec la France. Il a que dalle. Sarkozy, rien. Il est né à Neuilly d'un père blindé et il a mis 50 piges pour aller jusqu'à l'Élysée. C'est-à-dire qu'il a fait 4 kilomètres dans sa vie, c'est tout ce qu'il a fait. Il a rien fait d'autre. Rien. Chirac, il a passé sa vie dans la roublardise, mais pendant 2 ans, il est allé, il a peut-être vu des camarades tomber, j'en sais rien. Et ça doit donner une vision différente. C'est ce que je crois. Je ne sais même plus pourquoi on parlait de ça. Justement, vous parliez des moments où les guignols, on aurait pu les arrêter. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur
deux événements liés aux Guignols qui montrent bien enfin ce qu'était l'émission. Vous insistez beaucoup sur cette nuance qui serait peut-être plus compris aujourd'hui, où on dit que les Guignols ne traitaient pas l'information elle-même, mais le commentaire médiatique de cette info. Est-ce que ça se serait compris aujourd'hui? Je ne sais pas si cette nuance serait comprise, mais pour comprendre le sens, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé aux législatives de 97 et le 16 novembre 2005, qui sont peut-être deux moments forts de ce qu'incarnaient les Guignols à mes yeux? Le 11 novembre 2005, il s'est passé quoi? 16 novembre 2005. 16 novembre, enfin les 3 minutes de silence à la fin du JT. J'ai marqué 16 novembre. Ah oui, 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 ça fait référence à... Alors, les législatives de 97, pour commencer, c'est la seule censure des Guignols par Lescure, où il dit qu'il ne veut pas avoir de marionnettes politiques. Je lui dis d'accord, on arrête les Guignols. Il me dit, tu ne te bagarres pas plus que ça. Je dis non, non, tu veux qu'on ne fasse pas les Guignols alors que c'est le seul moment où c'est intéressant de les faire, on arrête les Guignols. La négociation, c'est on ne parle que de politique, mais on ne sort pas d'homme politique. Son argument est la marionnette rend sympathique le personnage qu'elle incarne. Et il y en a qui ont l'air plus sympathiques que d'autres. Donc, si vous faites ça, vous ne pouvez pas nier que vous avez eu une influence sur l'élection de 95. Donc, moi, je ne veux pas que dans la gueule encore, parce qu'il doit se faire engueuler comme patron, en 97. Et je lui dis, OK, on parle que de politique avec des journalistes, des sportifs, des acteurs, voilà, on fait ça. Et le premier soir, on sort Chirac. Et parce que dans la Constitution, Chirac n'a pas le droit d'interférer dans une législative. Lui, c'est l'exécutif, le législatif, c'est l'Assemblée. Et chaque fois que Chirac apparaît, il lève les mains en disant « Ah, je ne fais pas de politique », et là, il a écrit « Votez RPR, j'ose pas enculer ». Enfin, Lescure m'appelle, je lui fais part de ce que je viens de vous dire là, je dis « Mais c'est pas un homme, on a le droit de le sortir ». Et il me raccroche au pif en m'injuriant, traitant de tous les noms, il me raccroche au nez. Et en me traitant de pauvre con. Comme Sarkozy, c'est amusant. Et le lendemain, on met la marionnette de Chirac et la marionnette de De Greff en lucarne. Et on dit, depuis qu'ils n'ont pas le droit de sortir des marionnettes politiques, parce qu'on explique évidemment au public pourquoi il n'y en a pas, pour qu'ils ne soient pas surpris. On dit donc, depuis qu'ils n'ont plus le droit de sortir de marionnettes politiques, les nouveaux auteurs des Guignols en bavent. Et les nouveaux auteurs des Guignols sont Lescure et De Greff. Et Lescure dit, il faudrait quand même qu'on réussisse à équilibrer le temps de parole un petit peu. Et De Greff dit 5. 5 quoi? 5 secondes pour la droite, t'as parlé. Mon téléphone, résidence. Le gros téléphone noir comme ça. Oui. Et là, il dit qu'une phrase. Il dit « C'était drôle, pauvre con ». Et il raccroche. Donc ça, c'est notre façon de résister. Aujourd'hui, ceux qui ont résisté, c'est Guillaume Meurice qui résiste, qui refait la même blague qui lui a valu d'être convoqué par la police pour aller expliquer une blague à des flics. Tu vois. Il a une médaille plus que moi. J'aurais adoré qu'on nous convoque au Guignol pour nous dire alors pourquoi c'est drôle l'humour. Donc ça, c'est 97. Les 3 minutes de silence, c'est les auteurs qui en peuvent plus. Ça fait référence ça à Zia Debouna, il s'appelait. Hein, je me souviens plus des noms de famille. Zia Debouna. Oui. Ouais. C'est deux jeunes mecs de banlieue qui ont peur de la police, la police les poursuit, ils se plantent dans un transformateur, ils se font électrocuter, ils meurent. Pourquoi est-ce qu'ils fuyaient? Toute l'extrême droite dit qu'ils avaient quelque chose à se reprocher. Et tous les gens normaux disent, ben non, c'est qu'ils ont juste peur de la police. C'est la police, elle rassure pas, elle fait peur. Et Sarkozy a dit que le rôle de la police, quand il est arrivé, il a dit c'est de faire peur, c'est pas d'aller jouer au foot. Il y avait le préfet derrière qui l'a viré dans la foulée.
qui lui il organisait des matchs de foot entre les flics et les gens dans les banlieues. Tout le monde voyait que je pouvais supporter les flics, quoi. Les flics, c'est pas tous des enfoirés. Il y en a qui jouent au foot, il y en a qui peuvent me tacler, il y en a qui me chambrent. Et puis, quand ils m'arrêtent dans la rue, on se dit, ah bah oui, on se voit dimanche au foot. Et c'est pas le même rapport. Et ceux qui font des vraies conneries, on les arrête et les autres peuvent rien dire. Tu vois? Et c'était vachement malin de faire ça. C'est la police de proximité. Sarkozy a enlevé ça. La police doit faire peur. Et la police, elle a fait peur à Ziad et Bouna. Ils sont retrouvés dans le transfo, ils meurent. Et là, il y a une polémique, il y a des batailles en banlieue, il y a des révoltes de banlieusards qui foutent le feu aux bagnoles en bas de chez eux. Arrêtez de chier où on mange, putain. Mais ils foutent le feu en bas de chez eux, ils crament des trucs, tout ce qui ressemble à l'État, ils le crament. Donc les écoles, donc les commissariats, donc la mairie, ils commencent à... Parce que ça représente l'autorité. Et nous, on participe à tout ce bruit. Tu vois, on est dans le, on n'est plus sorti de l'info et on commente ce qui se dit à la télé. On est dedans et on s'en rend compte avec, c'était Alexandre Charlot et Franck Magnier à l'époque, les auteurs avec moi. Et on s'en rend compte et on voit bien que la journée pour travailler, on n'y arrive pas. Et je crois que c'est Alexandre qui dit à un moment, et si on faisait 3 minutes de silence? Je dis, tu sais quand même qu'au bout d'une minute, s'il n'y a ni son, ni image, on envoie les Simpsons. Hein. Il y a un ordinateur qui capte qu'il ne se passe rien à l'antenne. Hop, les Simpsons, direct. Et on dit, plutôt que d'expliquer qu'on va mal, on va en faire la démonstration. Et on va voir Gildas et on lui dit, voilà ce qu'on compte faire. Il dit, alors, Gildas, il détestait les blancs à l'antenne. Dès que tu faisais un blanc, il meublait, il fallait qu'il parle. Et on lui dit, non, voilà ce qu'on veut faire, on lui explique, et on lui dit, de toute façon, on le fera. C'est notre liberté d'auteur. On a le droit de dire ce qu'on veut, et on a aussi le droit de se taire. Et l'argument a l'air de porter chez lui. Il dit, je vous demande juste une chose. C'est de mettre un déroulant pour dire qu'il n'y a pas d'incident technique et que c'est la volonté des auteurs et que ces 3 minutes sont 3 minutes pour réfléchir à ce qui se passe plutôt que de dire des conneries. Et on dit d'accord avec ça. Et donc PPD commence le JT. Il en peut plus. Il dit j'y arrive pas. J'ai pas envie de rire. Et j'ai envie qu'on réfléchisse. Et pour qu'on réfléchisse, il faut à un moment arrêter la machine. Et nous, on va arrêter la machine là pendant 3 minutes et je vous demande de mettre ces 3 minutes à profit pour réfléchir. Et il se tait. 3 minutes. Si vous voulez, je me tais 3 minutes maintenant, c'est super long. Et je suis pas sûr d'y arriver d'ailleurs. C'est super long. Et on passe de déroulant. À la fin, là c'est la première fois que les auteurs expriment une opinion et un ras-le-bol aussi clairement. On n'avait jamais fait avant. On trouvait toujours un moyen. Là, on se tait. À la fin, il y a des gens qui appuient. Et PPD dit, voilà, merci. Ah, ciao, bonsoir. Ils commentent même pas. Et là, les gens commencent à siffler. Le lendemain, on s'est dit, putain, en fait, les gens viennent voir un spectacle de marionnettes. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ils s'en foutent complètement. Ils voulaient leur spectacle et ils l'ont pas eu. Ils n'ont pas eu des bonnes blagues pendant 3 minutes. Ils ont eu un blanc en antenne. Alors que c'est un moment de télé exceptionnel, je trouve. Exceptionnel. Oui. Non. Ils ont sifflé. Si on regarde, je crois que la séquence, est-ce qu'elle est sur Internet? Vous l'avez vu? Vous l'avez trouvé ou pas? On l'a pas trouvé, ouais. Vous l'avez pas trouvé? Non. Moi, je dois l'avoir. J'ai un... Ah, bah non, je l'ai pas là. J'ai un Minitel. J'ai un disque dur. Enculé. J'ai un disque dur de 5 Tera que m'ont fait mes copains de génération Guignol, qui eux sont très jeunes. Et j'ai tout. De la première intervention de PPD avec Christine Ockrent jusqu'au dernier sketch des Guignols, un des derniers écrit par Bolloré. J'ai tout.
C'est Et incroyable. j'ai donc ce sketch-là que j'ai regardé, et c'est pour ça que je me souviens qu'il siffle à la fin. Ça, c'est Les fou. gens ont eu leur spectacle. On a payé pour ça. Ouais. C'est d'ailleurs ce que nous reprochait une partie des défenseurs de Sandrine Rousseau pour les marioles. C'est on n'a pas payé pour ça, on veut voir ce pourquoi on a payé des marionnettes. Ce à quoi Yves Le Roland et moi on répondait vous êtes comme Bolloré en fait. Vous payez donc vous voulez ce que vous avez dans votre chaîne, vous voulez ce que vous avez acheté. Vous êtes comme Bolloré. On peut admettre que nous, on s'est trompé, on l'admettra assez facilement, c'est pas un problème. Mais vous êtes tous des petits Bolloré. Et en plus, même pas pour quelques milliards, hein. Vous, c'est pour 50 balles. Et là, on s'est fait incendier encore pire. C'est 1 degré moindre l'attitude qu'ont les actionnaires. Enfin, c'est ce que vous dépeignez assez Ah oui. souvent, les actionnaires qui décident, quoi. Exactement. Ils payent la musique, ils payent l'orchestre, donc ils veulent leur musique. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Mais bon, en même temps, je peux comprendre. Hein. Moi-même, j'ai arrêté de payer Blast. Oui. Tu vois ? Après, c'est pour des raisons différentes aussi. Ils m'ont pas défendu, mais je pourrais continuer à les soutenir parce que je soutiens tous les médias indépendants et que c'est nécessaire, qu'ils font un travail formidable. Peut-être que je vais me réabonner un de ces 4, mais pour l'instant, non. Non, c'est encore trop frais. Ça fait 1 an et demi, peut-être 2 ans. C'est trop frais. Mais vous qui aujourd'hui ne consommez plus, enfin je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'imagine, consommez plus la télé, plus la radio, votre source d'information principale, vous, c'est quoi ? Pour le quotidien ? Oui, pour le quotidien. Quotidien, c'est pour ce qui concerne... Alors, il y a des choses qui m'intéressent. Le génocide à Gaza m'intéresse énormément parce que c'est quand même une actualité absolument inouïe. Alors, on dit, ouais, c'est pas un génocide. Alors, ceux qui disent c'est pas un génocide sont de moins en moins nombreux parce que là, ça commence à se voir énormément. Donc, je lis le journal. Là, pour le coup, je lis Haaretz, un site qui s'appelle Plus 972, je sais plus comment. C'est Plus 972, c'est l'indicatif d'Israël. Et c'est fait par des anciens militaires de l'armée israélienne. Ils ont des infos de première bourre sur qui tire, qui fait quoi et toutes les saletés qu'ils font. J'ai le Time of Israel, donc je lis 3 quotidiens, Haaretz, Plus 972 et le Time of Israël, ou Jérusalem, je crois. Pour l'actualité française, je ne peux plus rien. Je m'en tape complètement. J'ai sur Twitter des articles qu'on m'envoie. Je lis tous les matins 2 ou 3 articles sur Mediapart, quelques-uns sur Blast. Je regarde Arrêt sur image. Et quand j'ai besoin de savoir quelque chose de précis sur la guerre en Ukraine, je vais écouter Régis Le Sommier, par exemple. Son média, bordel, redites-moi le nom. Putain, vous allez le trouver. La communauté, putain, je l'ai en tête en plus, mais je vais écouter Élucide, mon pote Berruyer. Donc tous les matins, je passe 1h30, 2 heures. C'est Régis Le Sommier, Régis Le Sommier, ouais. Omerta Média. Omerta, ouais. Martha, oui. Omerta, c'est très à droite. Hein. Mais sur la guerre en Ukraine, c'est les mieux informés. Il y a pas mieux. Et c'est assez équilibré. Ils sont pas pro-russes, ils sont pas pro-ukrainiens. Ils sont sur le terrain et ils disent que de toute façon, c'est une boucherie des 2 côtés. Et que dire que l'Ukraine va gagner la guerre n'a aucun sens parce que ça n'a pas de sens de gagner une guerre contre la Russie. Tu vas pas aller à Moscou, tu vas pas envahir Moscou. Donc gagner une guerre, ça veut dire quoi? Renvoyer les gens derrière les frontières de ce qu'a pris la Russie déjà. Ils ont déjà pris 25% du territoire. Et plus ça dure, plus ils en prennent. Je serais vous, je signerais. Hein. Mais bon, et ils font un truc. Enfin, le sommet, ils font vraiment un travail formidable là-dessus. Et sur d'autres sujets, je peux pas les blairer, mais je lis ça.
Mais ils s'en foutent, toi. Ils m'ont invité quelquefois à aller parler sur leurs médias. Je leur ai dit, mais parler de quoi? Ben, je sais pas, de tout, de rien. J'ai dit, ben non. Vous invitez suffisamment de spécialistes qui ont étudié un sujet à fond pour que j'aille pas encombrer avec mes approximations sur la guerre. Et je parle pas de guerre avec vous, parce que c'est des approximations. J'ai ce que j'ai lu de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que je pense pas que Poutine s'est réveillé un matin en disant « Ah, allez, on va envahir l'Ukraine ». Non, ça date, ça fait 20 ans qu'il dit « Arrêtez avec l'Ukraine, arrêtez avec les missiles, arrêtez avec les troupes de l'OTAN à ma frontière, arrêtez de faire rentrer tous les pays qui touchent ma frontière dans l'Union européenne, arrêtez avec tout ça ». Puis à un moment, bah, il a eu plein de cul, il y est allé, quoi. Et il s'est fait bien recueillir, il s'est bien fait accueillir, du coup, parce qu'ils avaient eu le temps de se préparer. Donc, c'était préparé de longue date. De même que je parle pas trop de Gaza, sauf pour dire que, d'abord, l'histoire commence pas le 7 octobre, évidemment, que le 7 octobre est une horreur absolue, c'est une attaque terroriste, je peux le dire sans aucun problème, mais que la vengeance à partir du 8, qui est le droit de se défendre, évidemment, ça marche le 8, ça marche le 9. Le 10, on commence à leur dire, non mais attendez, là, vous tirez un petit peu à l'aveuglette quand même, non? Non, attendez, si quand même. Et puis, 2 mois après, c'est la vengeance jusqu'à l'absurde. Et aujourd'hui, 70 ou 75% du bâti de Gaza a été détruit. La situation est invivable pour ce qui reste des Palestiniens. Et il y a un mec qui a dit il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça dans Haaretz hier, un fou de Dieu israélien qui a dit mais on peut tuer 100 Palestiniens en une nuit, regardez, on le fait. Ça intéresse qui? Personne ne bouge, il ne se passe rien. 100 Palestiniens, ça ne peut rien dire. Il faut qu'ils partent tous, et s'ils ne partent pas, on les tuera tous. Qui dit ça? Il y a une députée de la Knesset qui dit mais les enfants, disons 10 ans, 11 ans, 12 ans, dans 3 ans, c'est des terroristes, il faut les tuer. Chérie, elle au meurtre d'enfants. Non, c'est pas des enfants, c'est des terroristes, c'est des chiens, c'est des animaux. Je dis les gars, putain, on fait pas ça quand on a un État, on fait pas ça quand on a un député, on dit pas ça. Ils s'en caguent. Donc ouais, je m'intéresse à ce truc-là, mais je suis pas un spécialiste. Je préfère qu'on fasse venir un spécialiste de la politique israélienne, Ronnie Broman, par exemple, que j'adore écouter, est très bien sur le sujet. Et puis, il y a des rabbins moins cons que d'autres qui parlent du sionisme moins meurtrier que celui que véhicule Netanyahou et les fous de Dieu qui vont avec. Donc pour ça, j'ai Haaretz. Pour la France, ben, j'ai Mediapart, Blast, Élucide, un petit peu sur Image et tout ça. Et puis je m'en sors avec ça. De temps en temps, on me dit hey, t'as lu ça dans le Canard enchaîné? Je dis je suis pas abonné, tu peux m'envoyer l'article? Oui, je lis l'article du Canard enchaîné. Le ton est tellement vieillot. Ah, c'est vieux. Ça pue. On dirait moi. C'est vrai, ils ont plus que mon âge. Le Canard, ça a presque 100 ans, ce truc-là. Ouais. Je sais pas quel âge exactement, mais je crois que ça va pas tarder à les avoir. Ouais. Ouais, Bruno, vous avez peut-être faim, non? Putain, il est quelle heure? 20h38 chez moi, ça fait 1h30 qu'on est là. Il y a des gens qui vous regardent ou pas? Ou on parle que tous les 4? Mais ça me va très bien. Non, pour l'instant, on parle que tous les 4 et après, on le publiera. D'accord. Vous allez faire du montage. Exactement. Un peu de boulot après. Pour finir, parce que vous parlez souvent des jeunes qui ne lisent plus. Vous en parliez à un moment en parlant des cours que vous donniez. Il fut un temps, je ne sais pas si vous donnez toujours des cours, et cette histoire que vous racontez dans Élucide d'une élève qui se sent un peu minoritaire dans la classe parce que c'est la seule qui semble avoir un argumentaire, parce qu'elle lit. Et aujourd'hui, si vous nous deviez nous conseiller, pour nous 3 qui sommes plus jeunes, 3-4 livres à lire. Je crois qu'on est plus jeunes, je ne suis pas sûr, mais...
Moi, je vais sur mes 80, hein, mais je l'ai mis vachement bien. Il y a celui qui est sur mon bureau en ce moment. La psychologie de la connerie. Ah bien. Lisez ça. C'est Jean-François Marmion. C'est des psychologues, des psychiatres, des spécialistes en sciences humaines, des spécialistes du cerveau, qui parlent tous de la connerie. Et c'est assez réjouissant. J'ai presque fini. Après, il y a les livres qui ont changé le monde, qu'il faut absolument avoir lu. Mais je cite toujours les mêmes. C'est Et l'homme créa les dieux de Pascal Boyer, qui est l'explication de pourquoi notre cerveau accepte l'irrationnel. Et je ne vais pas résumer 700 pages en 2 minutes, mais c'est en gros notre paranoïa quand on est à la fois proie et prédateur. La paranoïa te fait fuir. Il y a une image très belle, je ne sais plus qui fait ça, putain, qui est passé à la dernière sur Nova, où il y a une image d'une lionne et d'un zèbre. La lionne court après le zèbre. Et il dit, c'est 2 stress. La lionne, elle est stressée parce que si elle chope pas le lièvre, elle mange le zèbre, elle mange pas. Et le zèbre, s'il fuit pas, s'il n'a pas l'adrénaline et qu'il n'a pas la puissance pour se barrer, eh ben, il va mourir. Et nous, on a été à la fois lion et zèbre. Et donc, notre esprit s'est mis à surinterpréter tout un tas de signes. Et cette surinterprétation fait que tu peux imaginer à un moment que telle colline ou tel arbre ou tel monument ou tel dolmen ou tel caillou ou le soleil a des vertus magiques. Et de là à la création de Dieu, il n'y a pas loin. Dès que tu peux commencer à ça, plus l'idée que il faut se débarrasser du corps d'un mort, donc on crée des rituels. Le rituel plus la paranoïa et le stress qu'elle crée, bah, tu as toutes les conditions pour que ton cerveau crée Dieu. Ce livre a changé ma vie, je l'ai lu il y a 20 ans, mais c'est un livre assez extraordinaire. Il y a L'homme qui devint Dieu, si vous êtes chrétien et que vous aimez les histoires de religion, c'est le périple de 2 Grecs en Palestine à l'époque de Jésus et qui s'interrogent en se disant qu'est-ce que c'est que ces Juifs qui ont inventé un Dieu unique pour tout. Ils ont simplifié le monde, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Comment ils font ça? Nous, les dieux grecs, moi je suis en plein dedans, hein. Les dieux grecs, ils étaient à la fois bons et mauvais, ils picolaient, ils baisaient, ils mentaient. Quand les humains voulaient les imiter, ils tuaient les humains. Enfin, mais ils étaient des dieux. Très, très humains, en fait. Et les Romains avaient les mêmes. Et les Juifs ont simplifié le monde. Puis les chrétiens, et finalement les musulmans, qui sont les derniers arrivés, qu'il va quand même falloir qu'ils fassent un aggiornamento. Vous voyez, les gars, j'ai lu le Coran. Après, je ne sais pas si c'est le Coran, parce qu'il y a tellement de textes, mais j'ai lu toutes les sourates. Une violence, ce bordel. Oh la vache. Et quel autre livre? Bah, les miens, déjà. Putain, allez acheter mes polars. Tous les bouquins de Despentes. Un pote à moi, Laurent Chalumeau. Lisez Laurent Chalumeau, il est très très bon. Lisez les classiques. Là, je suis dans l'affaire Calas aussi. Je lis l'affaire Calas de Voltaire. C'est super bien. Voilà, il y en a des tas de livres. N'hésitez pas à vous rejeter dans les classiques. Ou à nous jeter tout court dans les classiques parce que, bon. J'espère que vous lisez quand même. Oui. Oui, un petit peu. Bien sûr. Moi, j'ai réussi à lire, même fatigué, 8-10 pages par jour quand je veux me coucher et d'en écrire le lendemain 8-10. J'écris 8 ou 10 pages par jour et je lis. Alors, quand j'ai le temps, je peux lire un chapitre ou 2 d'un livre, mais je tombe de sommeil, je lis. Et le livre, je fais comme ça avec le livre. Je suis en train de lire et le livre, il fait ça. Et après, bouche ouverte, le petit filet de bave. Et c'est super agréable. Là, il y a ma femme qui tourne. Ouais,
Je pense que c'est l'appel de l'appétit, je sais pas. Bah, bon Non, appétit mais- en tout cas. Et, putain, on a vraiment pris du temps. Après, il y a bientôt plus de blanc. Hein. Plaisir en tout cas. Et c'était agréable, vous avez posé de bonnes questions et certaines étaient très chiantes en fait, parce que j'ai pas les Bien réponses. sûr. Bien sûr. J'aimerais, hein, mais c'était vachement bien. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir nous aussi. Heureux que ça Ouais. vous ait plu. Merci de vous être rendu disponible. On sent que vous avez à cœur de parler aux petits médias indépendants, aux petits médias qui se créent. Donc, Mais je l'ai déjà dit, si vous avez regardé un peu les choses que je fais, les seuls maintenant à qui je réponds, moi, ça fait une dizaine d'années déjà. Je l'ai dit, entre ceux qui veulent pas me recevoir à la télé, à la radio, et ceux chez qui je veux pas aller, il reste zéro. Ça, c'est vite vu. Mais je parle à toutes les écoles de journalisme. Quand des élèves me demandent de venir, j'y vais. Je vais faire des conférences dans des écoles. J'en ai encore fait. La dernière, je crois, il y a 2 ans, 1 an et demi. Je fais dans les fêtes du livre. Je fais des conférences dans les fêtes du livre. Là, j'en fais encore pas mal. Si vous venez en France bientôt, ce sera un plaisir de vous rencontrer en tout cas. Ah bah je viens, je rentre en France le 26, mais c'est pour voir ma maman qui a 90 piges et la descendre en voiture dans son mobil-home. Elle a un mobil-home dans le sud de la France, dans un camping, où elle va depuis qu'elle a 17 ans. C'est là qu'elle avait rencontré mon papa et elle n'a jamais changé de camping. C'est beau. nous, la dernière fois qu'on est allé au camping, on s'est fait virer. C'est vrai. C'est ça, et je reste quelques jours et après je repars en Grèce. D'accord. En tout cas, ce serait un plaisir de vous rencontrer si jamais on a l'occasion dans les prochains mois, prochaines années. Eh ben, on sait comment s'attraper maintenant. Exactement. Ouais, c'est vrai. Vous êtes à Paris, oui? Ah oui, Ouais, on est à Paris, je ouais. crois. Eh ben alors, c'est vachement bien. Bah oui, Ça va être facile. Ouais, absolument. exactement. Merci beaucoup. Je veux dire, vous tient au courant quand ça va être diffusé. Oui, on D'ici vous peu, enverra le de toute façon, lien. Vous verrez. On vous enverra le lien. Pas sûr que vous vouliez vous réécouter, mais. Ok. Bah, merci Alexis, merci Nathan, merci Mario. Non, Et, c'est Non, Hugo, c'est Hugo, moi. Nathan, Mario. C'est une seule et même personne. Ça, c'est Hugo. Nathan, Mario. Non, c'est mon nom. En vrai. Ça, Oh, merde. ça a été toute ma vie, ça. Où les gens m'appellent Mario. Moi, c'est Hugo. Lui, c'est Hugo. Ah, c'est Hugo, mais oui, bordel. Et moi, c'est mon nom de famille, Mario. Ah, merde. C'est pas grave. Ça Hugo. arrive. An et Alexis, je vous remercie. Bah, Merci Bruno. beaucoup. Bonne mail. Bon Merci. appétit.